Merci d'être venus si nombreux à ce rendez-vous de l'économie ce soir dont le sujet est l'humain face aux enjeux de l'intelligence artificielle, animé par l'enseignant, conférencier, auteur Tan Diem et beaucoup d'autres choses aussi, je pense. Tout cela. Cette conférence est l'adaptation d'une des interventions TEDx de Madame Diem et une déclinaison du propos de son nouveau livre, que je trouve extraordinaire en titre, Le Manifeste du crapaud fou, qu'elle a écrit avec le grand scientifique Cédric Villani et avec un collectif d'une quarantaine de personnalités éminentes. Ce livre sort ce mois-ci, au moment où Cédric Villani vient d'être mandaté par le secrétariat d'État au numérique pour une grande étude sur comment les Français peuvent se préparer à penser ce nouveau monde qui arrive. Un monde où les fake news, la post-vérité, l'intelligence artificielle et le big data ont de plus en plus de pouvoir et où il nous faut sans cesse nous demander comment garder l'humain au centre de tous ces enjeux technologiques. Nous sommes vraiment honorés que Madame Diem vienne discuter de cette question fondamentale avec nous ce soir. Je voudrais préciser que sa présence en Nouvelle-Calédonie est due à sa participation à InnoLab, le premier salon professionnel du numérique et de l'innovation, organisé par Pacific Fab Lab et le MEDFNC, dont la CCI salue le lancement cette année-ci. Pour vous en parler plus en détail, je laisse la parole à un des instigateurs de ce nouveau rendez-vous, M. Hervé Nolot, cofondateur de la société Pacific Fab Lab et du salon InnoLab. Merci de votre attention et bonne soirée à vous tous. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci de votre participation. Cet événement-là, il nous tient à cœur parce que je dirais que c'est le lancement d'InnoLab qui a lieu la semaine prochaine, donc du 3 au 5. C'est une grande première pour nous. C'est un projet qui est né d'une idée entre trois potes. On est quasiment parti de ça. C'est un projet qui est aussi avec ce qui se fait aujourd'hui dans les réseaux, dans les connexions. C'est comme ça qu'à travers nos contacts et nos réseaux, que ce soit en métropole, que ce soit à travers le monde entier, en Asie, etc., on a réussi à connecter Tan ici, qui est ravi de nous accompagner. On est super content de la trouver ici. Et voilà, c'est vraiment merci à tous d'être ici. C'est important pour nous. C'est une preuve que tout ça, ça attire. Il y a beaucoup de curiosité. Et rien que ça, c'est une réussite. Donc merci et puis bonne conf. Alors, je vais essayer de faire marcher cette machine. S'il peut m'aider à lancer le PowerPoint. J'y arrive pas. Désolée. Alors, bonsoir à tous. Merci à la Chambre de commerce et à vous tous de m'accueillir. Alors moi, je suis vraiment ravie d'être là. Je vais vous en parler. C'est à la fois un engagement personnel et professionnel. Et vous allez voir en quoi ma trajectoire a fait résonance finalement avec ce qui se passe ici. Et j'espère que ça pourra vous aider à faire émerger plein de choses passionnantes pour le territoire. Donc moi, je m'appelle Tan, j'ai 51 ans, et donc pour vous situer qui je suis, donc j'ai une trajectoire un peu, on va dire, atypique, pour pas dire autre chose, puisqu'en fait, j'ai eu d'abord une trajectoire de businesswoman assez accélérée. À 30 ans, j'étais la première femme élue partenaire du cabinet de conseil McKinsey. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense qu'à la CCI, vous connaissez un peu cette boîte-là. Donc, on va dire que ça faisait partie quand même des grandes boîtes de la planète. Et j'étais la première femme et la plus jeune du monde. Résultat, pendant presque 15 ans, j'ai eu une trajectoire assez rapide. J'ai calculé que je faisais le tour du monde je faisais 2 fois le tour du monde en un mois, à peu près. Donc, je dormais chez moi 1 fois par mois. Et le reste du temps, je visitais dans les hôtels, en Porsche, en Armani, etc. Et donc, évidemment, à 36 ans, j'ai eu besoin de donner un sens à ma vie. Donc, j'ai tout quitté à ce moment-là. Et c'est là que ça devient plus intéressant. J'ai donc à ce moment-là quitté McKinsey en me disant est-ce que ces compétences que j'ai ne peuvent pas servir à quelque chose d'autre. Et donc je suis partie à ce moment-là dans les ONG et je me suis dit après tout, puisque je sais monter des projets, incuber des projets, lever des fonds, etc., je vais le faire au service des gens qui font des choses de bien pour la planète. Donc dans les années 2002, j'ai commencé sur ce qui était l'environnement, le développement durable, ça commençait un petit peu à décoller. Et puis, au bout après avoir accompagné une quarantaine de grosses ONG, je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on va y arriver.
À l'époque, si vous vous souvenez, c'était les grands combats écologistes. Donc c'était les uns contre les autres. Donc c'était Greenpeace, ces genres de choses. Et puis de l'autre côté, vous avez les gens du côté social qui étaient contre. Tout le monde était contre quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas comme ça, il faut autre chose. Et donc j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de l'intelligence collective. Et ça, je vais beaucoup vous en parler aujourd'hui, avant de vous parler d'intelligence artificielle. Et donc, pour moi, l'enjeu, ça a été très vite de trouver une clé pour accélérer la collaboration entre les gens. Et on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, de partage, de monter en capacité des gens, et de se dire, quand je fais quelque chose qui marche, est-ce que je peux partager ces idées avec les autres? D'où mes TED Talks, j'en ai fait 5 aujourd'hui, qui étaient toujours basés sur ce partage. Donc je vais beaucoup vous parler de ça d'abord, et après on parlera de la Nouvelle-Calédonie. Donc cette image ici, je vous l'ai mise à l'écran. Merci pour... Hein? Ok, super. La souris est là, tout va bien. Alors là, je vous ai mis une petite image pour planter un peu le décor. À gauche, vous avez un peu les éléments de contexte. Donc le tsunami, c'est-à-dire la planète, tout ce qui ne va pas bien, vous êtes aux premières loges, vous ici évidemment. Ensuite, vous avez bien sûr le terrorisme, les fractures sociales, etc. Et puis vous avez comme conséquence les migrants. Donc on sait bien qu'ici c'est un problème, mais c'est pas que chez vous, c'est en train d'arriver partout en Europe. Et je crois que ce problème est en train de rentrer par toutes les fenêtres. On a beaucoup parlé de fenêtres aujourd'hui, c'était intéressant, avec une personne qui représentait les Kanaks et qui m'a beaucoup parlé de cette façon d'envisager les flux. Bref, là, c'est la partie gauche, c'est les catastrophes, le contexte, en gros les tsunamis dans le radar. De l'autre, à droite, c'est mes passions. Donc vous voyez, il y a la mer, il y a l'apnée profonde, et puis donc l'animation ne marche pas, mais ce que vous avez au milieu, c'est le petit crapaud, dont je vais vous parler en deuxième partie. Le crapaud fou, pourquoi un crapaud fou? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, au milieu, j'ai mis une image que j'utilise beaucoup, qui est cette idée d'identité fluide. Vous verrez que dans tous les travaux que j'ai menés, pratiquement tous les gens avec lesquels j'ai construit des projets, ça va depuis les gens qui ont fondé l'Europe, il y a 75 ans, jusqu'à des jeunes qui ont 21 ans. C'est tous des gens qui ont une identité extrêmement fluide, extrêmement mobile. Et c'est très important de comprendre que c'est de là que ça part. Donc le crapaud fou, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous parler de vous et de ce qui est dans vous, et comment, avec ça, on peut faire quelque chose de plus grand. Je ne dis pas que j'ai les réponses, mais je vais essayer d'apporter des témoignages. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le contexte. Donc maintenant, un petit flashback on va dire 15 ans avant. Donc là, je vous donne un petit déroulé de ce que j'ai fait de concret, qu'on peut connaître en tout cas d'un point de vue produit fini. Donc ça, c'est l'intelligence collective. Donc je pense que vous connaissez ce mot un peu valise. C'est l'idée que le tout est plus que la somme des parties. Donc l'équipe de football, c'est plus que 11 personnes qui courent après le ballon. Donc comment ça marche? On a travaillé beaucoup, nous, avec des chercheurs depuis une vingtaine d'années. Et c'était l'idée que les fourmis, par exemple, font ça très bien. Là, vous avez un schéma, on sait que les fourmis sont là depuis des centaines de millions d'années, mais elles sont capables d'avoir une ferme, elles ont du compost, elles élèvent, elles traient des petits pucerons pour nourrir leurs petits, etc., etc. Donc c'est très très bien organisé. Tout ça, c'est des principes d'intelligence collective. Et nous, on travaille depuis 20 ans sur comment adapter ça au monde humain. Et donc je vous donne juste 3 clés, rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. La première clé, c'est d'avoir un objet partagé, un objet art. C'est-à-dire qu'on court tous après le même but. Ce but, ça peut être se battre contre les 3 tsunamis. Ou ça peut être de se battre contre le terrorisme. Ou ça peut être d'être plus heureux dans sa vie. Le deuxième objet, c'est ce que j'appelle un processus collaboratif, un processus social, c'est-à-dire quelque chose qui permet l'erreur. C'est le processus social qui prend en charge les erreurs, donc si vous vous plantez, on ne vous élimine pas. Sans quoi personne n'ose prendre des risques. Et ça, c'est la clé, si vous regardez bien, de ce qui se fait à la Silicon Valley. C'est on fait do it, fix it, on corrige en avançant. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle, nous, l'holoptisme, avec un H, qui veut dire qu'on voit tous la même chose au même moment. Donc il n'y a pas d'erreur d'interprétation. Et ça, c'est un truc qu'on a beaucoup discuté aussi avec nos amis Kanak ce matin, je trouve ça très intéressant. C'est une manière de s'ajuster pour s'assurer que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire avant de prendre une décision collective. Alors bref, tout ça pour vous dire que l'intelligence collective, vous la connaissez au football, vous la voyez au jazz, dans un groupe de jazz qui fait d'improvisation. On la voit en fait à grande échelle, pas au-delà d'un groupe de 1000 personnes. C'est compliqué après, parce qu'il y a forcément des gens qui ne se comprennent pas. Le seul endroit où on le voit à grande échelle, c'est Wikipédia. Wikipédia, vous connaissez certainement, c'est un exemple type d'intelligence collective, et moi j'étais à l'origine du groupe qui a fondé ce machin-là. Et je peux vous dire qu'on a fonctionné comme ça. Donc c'est vraiment un exemple très intéressant d'un truc gratuit, qui permet de créer de la valeur ajoutée, qui est un modèle économique en fait sous-jacent, on pourra en parler si vous voulez, avec toutes ces règles-là. Donc pour remonter dans le temps, donc ça c'était au début des années 2000, quand j'avais commencé à bosser avec les hackers, les gens qui travaillaient sur le logiciel libre, et là je me suis dit, mais c'est peut-être ça la clé. Si vous preniez les principes à l'époque des gens qui ont fait Linux,
et Wikipédia. Et si maintenant on les faisait sortir de la machine pour les mettre dans la vie courante? Après tout, pourquoi pas faire un Wikipédia des écoquartiers, un Wikipédia du bien manger, etc., etc. Donc, ceux qui ont trouvé des solutions qui marchent, est-ce qu'ils peuvent les partager et faire que tout le monde joue le jeu? Vous voyez, c'est le principe tout bêtement de Wikipédia appliqué à la vraie vie. Mais ça, j'ai commencé il y a 15 ans. À l'époque, on me disait déjà, t'es folle, ton Wikipédia, ça ne veut pas voler. Mais alors, en plus, le faire dans une ville, ça va pas la tête, quoi. Et bien là, vous avez la preuve que c'est possible. Ça, c'est Los Angeles. C'est une ville qui est dans métropole, à côté de Lens. C'est l'une des villes, je crois, les pires qu'on puisse imaginer comme situation de pauvreté. Donc là, vous avez 2 terrils, donc les dégâts de la mine. C'est là que Germinal Zola a écrit son livre. Et le maire de cette ville, Jean-François Caron, descend de... Je vois qu'il y a une personne qui hoche la tête, donc vous le connaissez. On a commencé en 2002 ensemble. Et quand je lui dis, est-ce que tu peux faire de ta ville un Wikipédia? Je t'accompagne. Je te ferai tout le code source, toute la diffusion, tout ce qu'il faut pour que les gens comprennent ce qui se passe et qu'ils puissent prendre les recettes. Et au début, on m'a pris pour on me disait, où est-ce que tu as posé ta soucoupe, quoi? Où est-ce que tu as atterri? Et c'était très compliqué, mais au bout de 15 ans, cette ville est devenue l'épicentre mondial d'une reconversion réussie sur une mine. Alors qu'au départ, on a quand même la moitié des gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, et c'est la ville la plus pauvre de tout le secteur nord. Eh bien, aux élections, en 2008, Caron il a fait 82% au premier tour, et en 2014, il a fait 100%. Donc il y a quelque chose qui n'est pas politique là-dedans. Alors après, parce qu'on n'a pas le temps, tout ce qui a été fait là, je l'ai documenté, tout est open source. On pourrait l'appliquer ici, on en a parlé avec, je ne sais pas s'il est là, Christian. Enfin bon, voilà. Donc en tout cas, il y a vraiment ici des recettes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on l'avait fait vraiment à l'échelle d'une ville avec 7500 habitants. Ça a été bien sûr fait avec la région, le SGAR, enfin tout ce qu'il fallait, l'ADRIR, etc., le préfet. Et puis au final, on a vraiment encodé tout ça. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent de Chine, d'Afrique du Sud, du Brésil. Et c'est devenu, ça a été classé à l'UNESCO. Et on a réussi en 15 ans à retourner à la ville qui, aujourd'hui, connaît un très fort taux de croissance. Et donc, le stigmate de la ville fichue parce que c'est des mines, on a réussi à démontrer que c'était pas une fatalité. Et donc, on a fait déjà pas mal de films, on a fait aussi du cinéma, etc. Donc, tout ça, je vais vous le passer. D'ailleurs, j'ai pas pensé à prendre la disquette, mais j'ai tout ça en film. Et là, vous avez la marmotte. Ici, à gauche, c'est Jeremy Rifkin. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des grands consultants qui a postulé l'arrivée de la 3e révolution industrielle par le collaboratif et l'Internet. Et donc, il a fait son premier projet pilote en France. Où ça? Eh bien, à Los Angeles. Donc, vous avez sa photo ici avec Jean-François Caron là-haut. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a réussi à faire l'opération sur du tangible et sur des habitants. Et le plus intéressant, c'est que le 100% des gens qui ont voté pour Caron signifie que pratiquement 9 personnes sur 10 sont impliquées dans un projet citoyen dans la ville aujourd'hui. Ça va être du foot essentiellement, du sport, des trucs de bien vivre, et c'est très bien comme ça. C'est pas obligé de faire de l'éducation populaire compliquée ou l'écologie ou autre chose. Non, il faut juste s'engager dans quelque chose qui fait qu'on participe au mieux vivre ensemble. C'est ça vraiment le message de cette méthode-là. Ensuite, en 2008, vous vous souvenez, c'était je ne sais pas si vous l'avez beaucoup vécu, mais nous en Occident, en métropole, ça a été très 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 lourd. C'était les subprimes. L'Occident, excusez-moi, je pensais en fait à l'Ouest, mais au sens où le côté négatif de l'économie surendettée, etc. Et donc, on a eu un cataclysme, beaucoup de gens sont tombés pauvres, et à cause de ça, on a commencé à voir le décollage de l'économie collaborative. Donc ça, c'est quoi? C'est l'idée qu'au lieu d'acheter quelque chose, on peut le partager. Mais là, c'était pour des raisons économiques que les gens l'ont fait. Donc cette économie-là, si vous voulez, sans rentrer dans le détail, ça donne les makers, ce qu'on va voir à InnoLab. C'est des gens qui commencent à bidouiller des machines pour fabriquer des objets. Et une fois que vous avez la recette, c'est très facile de la passer à tout le monde. Donc je vais vous passer une petite vidéo là-dessus pour vous montrer comment on l'a fait avec des tracteurs, qui n'est pas l'engin le plus sexy à faire, évidemment. Alors... Farmer, technologist. Merci. I was born in Poland, now in the US. I started a group called Open Source Ecology. We've identified the 50 most important machines that we think takes for modern life to exist. Things from tractors, bread ovens, circuit makers. Then we set out to create an open source, DIY, do-it-yourself version that anyone can build and maintain at a fraction of the cost. We call this the Global Village Construction Set. So let me tell you a story. So I finished my 20s with a PhD in fusion energy, and I discovered I was useless. I had no practical skills. I mean, the world presented me with options, and I took them. I guess you can call it the consumer lifestyle. So I started a farm in Missouri and learned about the economics of farming.
I bought a tractor, then it broke. I paid to get it repaired, then it broke again. And pretty soon, I was broke too. I realized that the truly appropriate low-cost tools that I needed to start a sustainable farm and settlement just didn't exist yet. I needed tools that were robust, modular, highly efficient and optimized, low cost, made from local and recycled materials that would last a lifetime, not designed for obsolescence. I found that I would have to build them myself. So I did just that. And I tested them. And I found that industrial productivity can be achieved on a small scale. So then I published the 3D designs, schematics, instructional videos, and budgets on a wiki. Then contributors from all over the world began showing up, prototyping new machines during dedicated project visits. So far we have prototyped 8 of the 50 machines, and now the project is beginning to grow on its own. We know that open source has succeeded with tools for managing knowledge and creativity, and the same is starting to happen with hardware too. We're focusing on hardware because it is hardware that can change people's lives in such tangible material ways. If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing, then we can unleash just massive amounts of human potential. That's not only in the developing world. Our tools are being made for the American farmer, builder, entrepreneur, maker. We've seen lots of excitement from these people who can now start a construction business, parts manufacturing, organic CSA, or just selling power back to the grid. Our goal is a repository of published designs so clear, so complete that a single burned DVD is effectively a civilization starter kit. I've planted 100 trees in a day. I've pressed 5,000 bricks in one day from the dirt beneath my feet and built a tractor in 6 days. From what I've seen, this is only the beginning. If this idea is truly sound, then the implications are significant. A greater distribution of the means of production, environmentally sound supply chains, and a newly relevant DIY maker culture can hope to transcend artificial scarcity. We're exploring the limits of what we all can do to make a better world with open hardware technology. Thank you. Merci. Voilà, donc là, vous avez un exemple, alors 2 remarques. D'une part, vous voyez que là, après la ville de Los Angeles, qui est devenue une sorte de ville open source, on s'est attaqué à des objets relativement sophistiqués, donc des tracteurs. Mais aujourd'hui, ce projet a été fait en 2009. Et aujourd'hui, c'est donc il y a presque 10 ans, et ce truc a littéralement explosé. On a fait des summer camps dans plein de pays du monde, où on explique aux gens comment se servir des recettes, et la communauté en elle-même commence à fabriquer des pièces, à s'envoyer des parties. Donc c'est ça qui est intéressant dans InnoLab, c'est que c'est les communautés qui créent les produits localement. Et donc vous voyez bien l'intérêt de ce modèle-là, c'est que localement, vous pouvez fabriquer des tracteurs, autre chose, ce dont vous avez besoin. Donc ça, je crois que c'est vraiment une des recettes, une des clés de ce modèle. Et on a également vu un autre aspect, c'est bien évidemment l'économie au niveau écologique pour les ressources et matières premières. Donc tout ça, c'est vraiment un modèle qui fonctionne bien. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est pour ça aussi quand tu m'as appelé, moi ça m'intéressait vraiment de venir ici. Moi j'ai accompagné la création au départ des Fab Labs en 2004 avec Gershenfeld du MIT. Et depuis, on en a créé beaucoup d'autres. Et pour moi, ce qui était essentiel, c'était toujours de mettre au centre, pas que la techno, mais à qui ça va servir. Donc d'inclure les fermiers, les utilisateurs dans le modèle. Mais on y reviendra après. L'autre chose ensuite que je voudrais... Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais, voilà. L'autre chose également sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est quand on parle d'économie collaborative, il y a toujours 2 faces à ça. Il y a une face qui est la partie, les amateurs qui font des trucs, qui partagent tout en open source, qui sont sympas, etc. Et puis il y a la face, bien sûr, commerciale, qui n'est pas forcément mauvaise, je pense même qu'elle est nécessaire. Windows n'a pas éliminé Linux et vice-versa. Les 2 existent. C'est chacun en fonction de ses usages. Donc là, vous avez 2 exemples très connus d'une économie qui était basée au départ sur des modèles gratuits d'économie collaborative. Donc c'était au départ ce qu'on appelle le couchsurfing, qui est devenu Airbnb. En tout cas, Airbnb s'en est servi pour développer son modèle. Cette boîte vaut aujourd'hui 20-25 milliards de dollars, enfin je crois quelque chose comme ça.
Et puis l'autre qui est bien connu, c'est Uber, qui s'est basé sur ce qui était au départ Blablacar. Pareil, un truc qui était au départ gratuit, qui d'ailleurs maintenant est parti en IPO en bourse, enfin, qui s'est donc vendu de manière commerciale. Mais aujourd'hui, Uber vaut, enfin, c'est très variable, mais on va dire qu'aujourd'hui, ça vaut 75 milliards de dollars pour fixer les idées en seulement 5 ans. Donc les leçons qu'on peut dire, c'est que, 1, ça crée de la valeur, sans quoi il n'y aurait pas de modèle qui fonctionne. Et 2, la question que ça pose réellement, c'est qui prend la valeur. Mais ce que je voulais dire ici, c'est qu'on me dit souvent, oui, t'es gentil avec l'open source, c'est gratuit, donc ça marche pas. C'est faux. C'est pas une question de gratuit. C'est qu'on crée une valeur et après, qui prend la valeur. Donc, comme vous êtes des économistes ou plus ou moins liés à des entreprises, je suis prête à en parler avec vous. J'ai une pléiade de modèles dans lesquels le truc gratuit rapporte beaucoup de valeur ajoutée et crée en fait des modèles économiques. Ensuite, un autre aspect sur lequel je voulais venir, après donc les écoquartiers, les objets, maintenant c'est la partie science. Ici, vous avez François Tadei, je crois qu'il a fait une vidéo pour vous d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez la jouer. Donc François Tadei est un grand pote avec lequel j'ai passé presque 2 ans à fabriquer des projets très marrants aussi, mais cette fois-ci dans Open Science et Éducation. Vous avez d'ailleurs vu, je crois, Idriss Aberkan passer ici, c'était un de nos étudiants du CRI, avec lequel on a eu pas mal de débats sur sa méthode, on va dire. Mais franchement, c'est un exemple de personne qui a été créée, en tout cas accompagnée par le CRI. Donc le CRI, c'est quoi l'idée ? François Tadei est un chercheur en sciences de la vie qui s'est dit, après tout, moi ce que je comprends des sciences de la vie, est-ce que je peux l'appliquer au modèle de fonctionnement du mental humain ? Et est-ce que je peux comprendre comment les animaux ou les bactéries apprennent et en tirer des leçons pour nous ? Dit autrement, ce que vous voyez sur Facebook ou sur Twitter, on peut s'en inspirer sur la viralité de ce qui se passe avec les bactéries. Et en fait, il avait fait sa thèse, lui, sur le fait que les bactéries apprenaient plus vite que nous et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à les éliminer. C'est une autre histoire, mais c'est absolument fascinant quand on parle d'intelligence collective et que c'est toute une question de transmission accélérée. Donc, pour vous donner quelques exemples concrets, ici, vous avez l'un des premiers exemples qu'on a bidouillé avec les élèves du CRI, en bas à gauche. C'est tout simplement un smartphone sur lequel on a collé, c'était il y a plus de presque 10 ans maintenant, on a collé une lentille optique qui vaut 15 €. Et avec ça, vous aviez un programme bidouillé par les étudiants qui rend la machine plus efficace qu'un microscope électronique qui vaut 250 000 €. Imaginez les applications. On a évidemment envoyé ça à Jakarta, dans les pays pauvres. On leur a dit, maintenant, vous allez regarder si... on va identifier ce qu'il y a dans le sang de votre grand-père qui a la fièvre. On va vous dire si c'est le malaria de type 1, 2, 3, machin, etc. Et donc, ça a permis de complètement délocaliser les services de santé, et d'accompagnement et de diagnostic également. Et ça, c'était avant que je vous parle d'intelligence artificielle, qui va venir après. Donc ça, pour vous dire que déjà, plein de choses existent. Donc, on n'a qu'à se servir de ça pour avancer plus vite. Et là, vous avez un autre exemple que j'aime bien, c'est X-Prize. C'était l'idée de faire des prix, des hackathons. Je pense que vous connaissez le truc. Hein. C'est comme les business plan competition sur un week-end. Sauf que là, ce sont des prix qui visent de toucher au moins 1 million de personnes. Et les prix sont plutôt de l'ordre de 10 millions à 100 millions d'euros que de dollars, quoi. Donc c'est que de centaines d'euros, pardon. Donc c'est vraiment quelque chose qui veut passer à l'échelle. Et donc moi je travaille avec la personne qui a créé ça, c'est un espèce de crapaud fou qui vient de l'ENS et qui a fait HEC. Et il est en train de faire un travail remarquable sur l'intelligence artificielle appliquée à l'art et à la détection des signaux faibles à travers toutes les émergences sensibles qui ne sont pas forcément capturées, je dirais, par le système économique. Donc pour vous dire que là-dedans, il y a un repère de gens très spéciaux. Et moi, j'avais commencé à travailler avec eux en 2012. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de jeunes comme ça dans le monde entier, notamment en Chine. Je t'en ai parlé à Tsinghua University, donc des jeunes qui font ce genre de choses et qui sont déjà en train de les passer à l'échelle. Et comme on partage ce code source entre nous, on peut aller beaucoup plus vite dans le partage. C'est pour ça, quand on m'a dit, il faut que tu viennes ici, je me dis, mais c'est pas loin de l'Asie, donc tous les potes dans le coin, on va pouvoir les faire participer à ce grand concours d'open source. Voilà. Donc François, bien sûr, est au courant et il est ravi qu'on puisse faire ça ensemble. En tout cas, on jette des bases pour aujourd'hui. Un dernier point avant de passer au crapaud fou, ça c'est un exemple de ce que j'ai fait il y a 3 ans au Vietnam, en 2012. Et c'est la même chose, c'est le modèle du CRI, tout ce que j'avais fait à Los Angeles, je l'ai apporté au Vietnam. Sauf que là, c'était directement pour la Banque mondiale et le gouvernement. Et j'ai donc créé une sorte de laboratoire directement sous le Premier ministre. Et l'avantage des Vietnamiens, c'est qu'ils sont très bons en code. Tout le monde code là-bas. Hein. Dès que vous avez 15 ans, vous hackez déjà pratiquement tout. Et du coup, en prenant 25 jeunes étudiants, on a fait des hackathons sur 15 jours cette fois-ci. Et là, ce qu'ils m'ont fait, c'est que je leur ai demandé d'aller bosser sur les vrais problèmes. On avait appelé ça le Wicked Lab, c'est-à-dire le laboratoire des problèmes compliqués. Et donc, ils ont été chercher des solutions pour les orphelins qui traînaient dans les rues, également pour des femmes enceintes qui étaient bloquées dans un embouteillage. Il n'y a que ça à Saigon, hein, vous savez. Et puis même des choses comme comment faire pour anticiper l'arrivée de certaines maladies épidémiques grâce à ce genre de méthodologie. Donc, on faisait ça sur 21 jours. Et à la fin, la Banque mondiale récompensait les meilleurs étudiants.
Donc voilà des exemples de choses, il y a plein d'exemples comme ça. J'invente rien, je vous rapporte juste quelques témoignages. Et là, en bas, on est à Helsinki, on a invité un des gros événements Open Innovation qui s'appelle Sludge, qui a lieu chaque année à Helsinki, qui est absolument fascinant. Voilà. Ensuite, donc, pour pas vous faire trop patienter, donc voici le crapaud fou que j'ai dessiné avec un ami. Donc vous voyez que ce qu'il a sur la tête, c'est pas un entonnoir, c'est un déboucheur. Parce que l'idée, c'est qu'il va nous aider à déboucher l'horizon. Alors le crapaud fou, c'est quoi l'idée? C'est dans la nature, en fait, les crapauds fous, c'est une vérité écologique. Hein, c'est des indicateurs de la qualité d'un écosystème. Et ce qui se passe, c'est que chaque année, ils migrent dans le même sens pour se reproduire. Et donc, ils sont tellement grégaires qu'ils font tous dans le même sens. Donc, si vous mettez une route au milieu, ils sont tous écrabouillés. Et donc, à un certain moment, pour les protéger, on a fait des trous sous le sol, des tunnels. On appelle ça des crapauducs. C'est vrai, hein, c'est pas une blague. Sauf qu'évidemment, il y en a très peu qui les trouvent et la plupart meurent écrasés. Et puis, parallèlement, quand vous avez un grand changement climatique, tout le monde part dans le mauvais sens. Et donc, ce sont les déviants qui sauvent l'espèce. Ceux qui trouvent le tunnel ou qui vont dans l'autre sens. Donc, c'est ça l'idée. Donc, le crapaud fou, pour nous, c'est l'idée que le déviant, c'est en fait l'idée que c'est le changement de comportement seulement qui peut sauver l'espèce. Voilà. Donc, j'ai commencé ça en octobre dernier avec cette personne, avec un look. Vous connaissez Cédric Villani ? Donc, avant qu'il devienne député, ce qui était plutôt un problème pour moi, on était d'abord amis sur tous nos projets, je dirais, scientifiques et surtout nos projets sociaux. Cédric, au-delà d'être un grand chercheur, sans doute l'un des plus grands chercheurs en mathématiques, en tout cas du XXe siècle, hein, du XXIe siècle, il s'intéresse beaucoup aux ONG. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis venue l'épauler sur des projets. Par exemple, ici, on bosse sur un projet avec de la musique, de l'art-thérapie, avec un objet technologique absolument remarquable, qui a fait le tournée du monde dans le palais de Tokyo, etc. Donc c'est un truc numérique, mais on s'en sert pour aider les handicapés. Et le garçon que vous voyez assis dessus, là, c'est un Sri Lankais qui est à la fois autiste et polyhandicapé. On a fait 1000 ateliers avec des jeunes qui ont réussi à sortir dans leur isolement grâce à la machine. Et moi, derrière, bien sûr, j'ai mis tout le système d'entraînement dont je vous ai déjà parlé, donc coder les trucs, mesurer et rendre ça réplicable. Et donc, ce genre d'application est juste énorme parce qu'il y a beaucoup d'argent pour la recherche. Donc, c'est toujours cette montée en capacité dont je vous parlais. Au lieu de leur filer plein de médicaments, de les sortir de leur environnement et de leur imposer un traitement intrusif, on les fait venir sur la machine, ils jouent, ils découvrent des trucs, et au bout d'une minute, ils entrent dans ce fameux état de flow qui correspond au moment où vous commencez à traiter votre cerveau. Et j'en parlerai tout à l'heure sur l'apnée. Donc voilà un exemple, donc ça c'était il y a un an. Et donc à un moment donné, en discutant tous les deux, on a cette idée un peu folle, on se dit mais on voit bien que ça va pas, les crises se multiplient, mais rien ne change, et les rapports s'accumulent, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc Cédric, qui est un mathématicien, m'a dit le problème est mal posé. Tant que les solutions viennent de l'extérieur, les gens vont pas se bouger, donc il faut inverser la question. Et on va dire, pour commencer, que c'est un tsunami. Parce que quand il y a un tsunami, vous êtes obligé de vous bouger. D'accord? Donc c'était une image au départ. Et donc on s'est dit, allons-y. Toi, tu vas chercher les prix Nobel, les grands scientifiques de la planète. Et c'est vrai que Cédric, d'un coup de fil, me fait rencontrer les plus grands chercheurs de la planète. Hein. Il y en avait 80 qui étaient au Vatican en novembre dernier. Et moi, je pouvais les interviewer en Skype directement. Donc c'était juste fabuleux. Et donc lui, il les amenait un peu sur un plateau, on va dire. Et puis moi, de l'autre côté, je mettais tout ce que vous avez vu avant. L'entraînement, l'accélération et la montée en capacité des gens, mais articulé, accroché à ce panel de scientifiques. Et on s'est dit, avec ça, on a peut-être une chance de faire un coup médiatique pour que ça se sache et qu'on puisse parler du crapaud fou à monsieur, madame, tout le monde. Alors, c'est pas évident, bien sûr, mais l'idée, c'est de faire un bouquin très simple, marrant, d'où le crapaud avec son déboucheur, que les gens se disent, mais ça me parle, après tout. Et c'est un peu le challenge d'aujourd'hui, c'est que vous voyez un petit peu en quoi c'est finalement pas compliqué du tout, et c'est même plutôt marrant de faire crapaud fou. Donc, au départ, je suis partie sur cette idée que le vrai problème, on pensait tous les deux que le problème, c'était la crise planétaire écologique. Ça, c'était donc en octobre. Et donc, en novembre, j'étais avec mes têtards crapauds fous de San Francisco, en train de monter des projets, et Trump est élu. Et là, je pense que tout le monde est tombé de sa chaise. Que s'est-il passé? N'est-ce pas? Tout le monde s'est dit, mais c'est pas possible. Et donc, en alertant tous mes hackers, mes copains, on a essayé de comprendre. Et très vite, on a découvert le poteau rose. À l'époque, on ne le savait pas. Maintenant, on en parle beaucoup. La première chose qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu cet aspect ici, c'est Cambridge Analytica, c'est une boîte qui fait du big data. Donc c'est là qu'on voit l'usage de la technologie à des escients peut-être redoutables. Et en bas, vous avez surtout Steve Bannon. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage. Oui? Est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas éventuellement ou... Ok, donc je vais dire un peu ce que c'est quand même. Steve Bannon est le personnage un peu sinistre qui a permis l'élection de Trump, avec quelques autres, mais notamment lui. Donc lui, il possède deux choses. Il possède cette boîte qui s'appelle Cambridge Analytica, qui fait du big data,
Donc Big Data, c'est des boîtes qui font des gros logiciels de calcul sur des données et qui vous donnent des résultats prédictifs de ce que vous allez faire ou de ce que vous aimez. Vous allez vous marier, avoir un enfant, etc. Et Breitbart, c'est une agence de alt-right, c'est-à-dire c'est une agence comme, on va dire, Reuters ou l'AFP, sauf qu'elle est résolument d'extrême droite néo-nazie. Et Bannon a déclaré il n'y a pas très longtemps que son but était de faire disparaître les musulmans de la planète, comme ça on n'aura plus de problème avec le terrorisme. Et ce type est le numéro 2 de la Maison-Blanche, enfin l'était. À l'époque, il était carrément le numéro 2. Et donc quand j'ai fait le lien, parce qu'il est actionnaire majoritaire des 2 boîtes, j'ai demandé à mes copains, mais est-ce que c'est possible que ce type ait mis les données de Breitbart dans Cambridge Analytica? Et la réponse était que oui. Et c'est ce qui donne ceci. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de pape qui aurait été derrière Trump, etc. Enfin, il y a eu une invasion de fake news. Donc fake news, ça veut dire fausse vérité. Et le truc est le suivant. Cambridge se vante qu'avec 65 likes sur Facebook, ils savent absolument tout de vous. Et donc ils vont détecter que vous avez peut-être un petit sentiment insécuritaire, ou que vous êtes légèrement peut-être anti-musulman, ou anti-LGTB, ou anti-quelque chose. Et après, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont cibler la nouvelle dans votre patelin. Ils le font à 5 km à la ronde. La nouvelle qui correspond à ce que vous voulez entendre. Et comme Breitbart a une quantité d'informations tous les jours qui déboulent en masse, ils emmenaient, en fait, chaque fois que Trump allait quelque part, ils recevaient un brief complet des tendances, mais au niveau du pâté de maison. Et avec ça, vous avez un ciblage tellement précis qu'un des hackers me disait, c'est plus un message d'un politique pour 240 millions d'Américains, c'est 240 millions de messages pour 240 millions de personnes. Et voilà. Une campagne qui coûte 17 millions d'euros et qui touche absolument tous les gens qui hésitaient. Et c'est ça qui a fait basculer les 10% de gens qui étaient hésitants d'aller voter ou pas. Donc voilà, ça c'est un élément qui était vraiment extrêmement inquiétant. Ensuite, avec Cédric, on s'est renseigné sur ce qui se passait, les gens qui font les algorithmes, est-ce qu'ils étaient conscients des problèmes chez Google, Facebook, etc. La réponse, c'est qu'ils étaient en train de se rendre compte. Donc on était au début d'un second tsunami qui pour moi était bien plus grave. C'est moi ce que j'appelle le cancer de l'esprit. C'est-à-dire qu'après le cancer de la planète au niveau physique, vous aviez le cancer de l'Internet, et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, un chiffre en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais en métropole, 70% des gens s'informent sur Internet. C'est-à-dire qu'ils lisent les nouvelles que leur envoient leurs copains sur Facebook. Donc quand une nouvelle vous arrive, qui a été envoyée par quelqu'un qui l'a likée, généralement vous ne vérifiez pas la source. Il suffit que ce soit New York Times sans S, c'est pas pareil que New York Times avec un S. Vous voyez, ce genre de petits trucs. Et du coup, il y a plein d'informations. Une fois qu'elle est rentrée dans le réseau, likée par vos copains, ça se diffuse de manière absolument virale. Et donc là, face à ça, on n'avait pas énormément de solutions. Donc on a eu l'occasion d'en discuter avec les grosses GAFAM et autres. GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. À L5, elle pèse quand même pratiquement tout le PIB de la France. Hein. Et donc à ce moment-là, il y avait une levée de boucliers. On ne savait pas trop quoi faire, mais on sentait qu'il y avait un gros danger. Donc deuxième tsunami. Troisième tsunami, et ça, je pense que ça vous concerne tous, c'est justement l'intelligence artificielle, l'IA, pour faire simple. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à la fin de l'année dernière, il s'est passé un truc quand même assez important. Google est passé en ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, c'est quoi? C'est une forme d'IA qui fait que la machine apprend comme nous. Elle fait comme un bébé qui se gave de données et apprend en tâtonnant, en tombant par terre, et donc apprend, mais à une vitesse phénoménale, puisque la machine va avec... Je crois que nous, on doit faire... je ne sais plus le chiffre, peu importe. En tout cas, une machine va tellement plus vite à apprendre que si elle apprend comme nous, en étant nourrisson, elle va très vite nous dépasser. Et donc, quand Google est passé là-dessus, ça voulait dire un signe, c'est qu'on a atteint un niveau de non-retour. Parce que jusque-là, la machine apprenait uniquement ce qu'on lui disait, elle répétait de manière un peu stupide, comme vous faites de la grammaire ou du solfège. Là, c'est différent. La machine reçoit plein de données et elle comprend des trucs, et nous, on ne sait pas comment elle comprend. Et ça, tous les experts sont formels. On ne sait pas comment elle fait pour, à partir de plein de données, on voit qu'à la sortie, elle a trouvé la bonne réponse, mais on ne sait pas par quel circuit elle est passée. Et ça, c'est dangereux. Donc, en parlant avec l'expert de la question, qui est conseiller du Premier ministre, Sir Peter Gluckman, il m'a dit ceci, là-haut, à droite, il m'a dit, le génie digital est sorti de sa bouteille, on ne saura pas le remettre dedans. La question, c'est qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Il faut comprendre que cette machine, elle apprend par l'erreur. Donc plus elle reçoit de data, plus elle se gave, plus elle se nourrit, et plus elle va devenir intelligente. Et donc évidemment, la question, c'est qui sont les faits autour du berceau? Pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que les choses qui sont dans les laboratoires n'ont même pas l'intelligence d'un ver. On a reproduit une machine avec 302 neurones. Nous, on a 86 milliards de neurones, donc on n'y est pas pour l'instant, si vous voulez. Mais elle apprend à une telle vitesse qu'elle est déjà en train d'en taper à la souris qui a 70 000 neurones. Donc on n'est pas loin du stade du nourrisson, du bébé.
Donc voilà. Et c'est là-dessus qu'avec Cédric, on s'est vraiment emparé du problème. Et c'est une bonne nouvelle que Cédric s'occupe maintenant de la mission au niveau du gouvernement français. Nous, ce qu'on veut, c'est pas améliorer les algorithmes, ni faire plus de ça. Ce qu'on veut, c'est comprendre les implications pour les gens. Première application ici, quand même, c'est... alors là, vous connaissez cette histoire de l'attention, peut-être. Alors là, c'est une statistique. En 2000, l'attention moyenne d'un Français était de l'ordre de 12 secondes sur un sujet. 12 secondes, vous restez 12 secondes avec un truc et vous passez à autre chose. Aujourd'hui, elle est passée à 8 secondes à cause des smartphones. Et le temps de concentration d'un poisson rouge est de 9 secondes. Bon, le raccourci, c'est du sophisme, hein, bon, d'accord. Mais ce qui est drôle, c'est quand même de se dire, à cause du smartphone, on a perdu en capacité de concentration. C'est tout l'inverse de ce que je vous disais sur les autistes et sur l'apnée et toutes ces choses-là. Donc on voit bien que toutes ces prothèses dont on s'est doté, l'écran, mais surtout le smartphone, sont des choses qui remplacent un peu notre capacité de concentration. Aujourd'hui, je pense que vous n'avez plus d'agenda. Vous sortez votre téléphone et c'est « Allô, t'es où ?» Est-ce que vous savez encore regarder un plan de route? Non, vous cherchez sur Google Maps. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de certaines choses? Non, vous prenez Wikipédia, etc. Donc tout ça, c'est pas que c'est négatif, c'est qu'il ne faudrait pas pour autant s'amollir l'esprit. C'est juste de garder une capacité à faire des choses sans la machine. Sans quoi, le risque, il est là. Donc ça, c'est toujours les petits crobards du crapaud fou. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez compris, le bébé, le nourrisson, dans les laboratoires, se nourrit de vos datas. Ces datas, c'est quoi? C'est votre smartphone, c'est vos usages de Google, mais c'est demain votre voiture. Quand votre voiture vous dit tout, c'est tout ce que vous faites, où vous allez, à quelle heure vous êtes allé, comment s'appelle votre copine, etc., etc. Donc ça vaut de l'or. C'est ce qui permet à Cambridge de truquer les votes, et c'est ce qui permet aux autres de vous vendre des chaussures, etc., etc. Et donc, mon petit crapaud ici, ce qu'ils disent, c'est qu'ils aiment vos données. C'est pour ça que c'est gratuit, parce qu'ils veulent que vous veniez chez eux. C'est à nouveau pas pour les vilipender, c'est pour dire, soyez conscients que vos données servent à vous vendre plus de trucs. Voilà. Donc par rapport à ça, maintenant on va parler un petit peu des solutions. Donc par rapport à ça, donc on était à ce moment-là au mois de février, donc j'ai enchaîné, donc comme l'a dit Madame tout à l'heure, j'ai donc embarqué à bord une quarantaine de personnes, et la clé c'était l'idée de la transmission accélérée. Par rapport à ce que je vous avais dit avant, je me suis dit il faut qu'on aille beaucoup plus vite, il faut qu'on ratisse depuis les 18 ans jusqu'à 75 ans et au-delà, et qu'on fasse une accélération. Uber a mis 5 ans pour valoir ce qu'elle vaut. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose sur ce que je vous racontais sur le Vietnam, sur Los Angeles, etc. Los Angeles, c'est 15 ans. La plupart des projets de développement durable, c'est 20 ans. Donc on n'a pas le temps, il faut aller plus vite que ça. Donc je me suis dit, est-ce que je peux prendre toutes les recettes qu'on applique au prototypage rapide, ça c'est le jargon pour parler de ce qu'on fait dans les Fab Labs et autres, et l'appliquer à ce genre de trucs. Et donc la difficulté a été de prendre des prix Nobel qui sont très lents, etc., à les faire entrer dans des processus de type hackathon, sur des problématiques où il y avait du Facebook, du Twitter partout. Donc vous imaginez la différence de culture qu'il y avait là-dedans. Et donc c'est ce qu'on a fait. Au premier plan, vous avez ici le père fondateur de l'Europe avec de l'or. Et à côté, vous avez Ticket for Change, enfin plein de jeunes. Je ne vais pas détailler tous les noms ici, mais retenez simplement qu'il y avait une diversité fabuleuse. Et ces gens ont donné tous le meilleur d'eux-mêmes. C'était vraiment l'idée de mettre comme une sorte de bouteille à la mer, mettre tout ce qu'on a de mieux et tout mélanger ensemble pour transmettre et accélérer le changement. Et oui, alors juste avant... on a vu l'image à droite, c'était l'Académie pontificale des sciences. Donc Cédric était là-bas. Et en parallèle, on avait en écho ce que les scientifiques se disaient là-haut. Et tout ce qu'ils nous disaient, c'est qu'eux, ils avaient des savoirs, mais ils ne savaient absolument pas comment les faire passer dans la société civile. Voilà. Donc ici, je vous donne un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est, je pense, le plus facile à comprendre finalement. À gauche, vous avez ce jeune garçon qui était donc considéré comme un moins que rien, hein, puisqu'il était handicapé et tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu la vedette au niveau musical de la troupe qu'on a créée. Et tous ont un handicap d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, on a enregistré des trucs et lui, il se produit au Grand Palais, il fait des shows. C'est juste prodigieux d'imaginer ce que ça veut dire pour ses parents et pour tous les gens atteints d'autisme et autres. Et à droite, vous avez une dame qui s'appelle Fabienne Casellis, une grande copine, une crapote folle aussi. Et elle, ce qu'elle est, elle est Asperger, sa fille est Asperger, son fils est autiste. Et elle a développé le premier protocole d'Open Science sur l'autisme. Et ce qu'elle dit, elle, c'est qu'elle a publié sur valoriser la neurodiversité en disant, on connaît habituellement ceux qui sont à droite de ce spectre, ça c'est la courbe de Gauss. À droite, c'est les QI élevés. Donc on dit, oui, à droite, c'est les génies, c'est Mozart, c'est Einstein, et tout ça, c'est génial. Et donc, on oublie les mecs à gauche qui sont, entre guillemets, anormaux ou handicapés. Et nous, ce qu'on dit, c'est que tous les extrêmes sont importants. C'est là qu'on trouve les crapauds, aussi bien à gauche qu'à droite. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de démontrer avec ce qu'elle fait, avec les encéphalogrammes et autres, que les autistes et d'autres types de gens qui sont différents,
Ils ne sont pas anormaux, ils ne sont pas dans la norme. Et c'est d'être hors de la norme qui va nous aider. Je peux vous détailler des travaux qu'on a fait sur Néandertal, avec des paléontologues, etc., sur la manière dont les gens perçoivent le monde quand ils sont autistes, et Néandertal était autiste, en fait, etc. Des trucs absolument passionnants. Et aujourd'hui, comme on voit qu'on va dans le mur, moi je suis convaincue, et elle le prouve avec ses scientifiques à elle, qu'il faut valoriser cette différence. Donc on est en train de développer des protocoles avec les surdoués, donc les gens qui sont hyperactifs aussi, des gamins qui ne vont pas à l'école, qui n'arrivent pas à rester sur place sur un banc. Vous savez bien que l'école française est très, très mal. Donc on les traite un peu d'anormaux ou de retardés, alors qu'en fait, ils ont plein de capacités. Sauf que l'école n'est pas adaptée pour ça. Donc avec François Tadei, avec Fabienne et d'autres, on est en train de développer des protocoles de jeux sérieux qui permettent de travailler sur ces choses-là pour que l'enfant se développe là où il est fort. Et après, on a des prolongements avec Harvard, bon, bref, des grandes écoles du côté américain, pour déployer des approches, on va dire, plus adaptées à des enfants, entre guillemets, plus dans la norme. Donc là, il y a tout un volant qui me semble très important, mais qui s'adapte aussi aux adultes. Donc là, c'est là où je mets un petit peu ma petite passion perso. Là, vous avez un de mes amis, donc c'est avec lui que j'avais monté les projets au Vietnam. Et là, ce que vous avez, c'est l'évolution de son cerveau avec un outil qu'on se met sur la tête qui est en open source, qui stimule un petit peu les neurones apprenants, parce qu'ils sont en fait en surface du cerveau, on les voit un peu sur l'encéphalo. Mais ce qui est important de retenir, c'est que donc lui, il a presque 38 ans maintenant. Il a monté un nombre de boîtes hallucinant au Vietnam et à la Silicon Valley, et il est né à 95% aveugle. Parce que le câble optique, le nerf optique ne fonctionnait pas. Eh bien, en appliquant cette méthode et en méditant et en essayant de visualiser ce qu'il pouvait voir, aujourd'hui, il traverse les rues de Saigon tout seul. Imaginez la performance, quoi, sans canne. Donc, tout ça, ça montre qu'on peut inverser certains processus dégénératifs. Et donc, lui, il est assez connu aujourd'hui parce que du coup, c'est avec lui que j'ai monté tous ces projets au Vietnam. Parce que lui, l'empathie, vous imaginez qu'il sait ce que c'est. Il me dit qu'il a réussi à imaginer ce que c'est qu'une banane alors qu'il n'en a jamais vu de sa vie. Ça veut dire qu'il imagine ce que vous voyez quand vous voyez une banane et qu'il reproduit l'image mentalement. Donc ça, ce sont des maîtres de l'esprit, donc mon exemple. Un deuxième ici, c'est Guillaume Néry, donc ça devrait vous parler. Il est venu ici il n'y a pas très longtemps. C'est donc un grand pote, voilà, on est plusieurs dans cette réflexion. On se dit, après tout, si nous, ça nous fait du bien, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la population générale? Et vous avez la mer à côté, donc c'est vraiment le contexte assez idéal pour ça. Et donc avec Néry, il y a ici, vous voyez, c'est lui qui est dans la machine en bas, là à gauche. C'est le professeur Loris qui est à Liège. Cet homme était spécialiste des états végétatifs, donc le coma. Et donc il avait plutôt travaillé sur des gens qui étaient incapables de bouger. Et il a démontré que 44% d'entre eux étaient encore conscients. Donc il ne fallait pas les débrancher. Et par contre, que 50% des cas qu'on voulait garder en vie n'étaient plus conscients. Donc il a complètement inversé les limites de qu'est-ce que c'est que d'être vivant, conscient, pas conscient, etc. Il a fait 2 TED Talks, déjà, si vous voulez les voir sur Internet. Et il a écrit un bouquin passionnant. Et donc, il fait partie des gens avec qui on discute beaucoup. Donc lui, il a eu cette idée vraiment brillante de se dire, il y a 2 ans, après tout, au lieu de travailler sur des gens qui sont en état de légumes, est-ce que je peux prendre des gens qui sont vivants, mais qui sont capables de changer d'état d'esprit? Et donc, il a mis dans ses machines, dans ses protocoles de recherche, il a mis Guillaume Néry. Et ensuite, il a mis ici, donc c'est Mathieu Ricard, le moine, voilà. Et ben, on a trouvé des résultats prodigieux, j'en parlais avec toi tout à l'heure. On a prouvé que l'apnée ne rend pas débile. Au contraire, enfin, ça dépend ce qu'on fait, où on était avant au départ. Mais en réalité, ce qu'on démontre, c'est que la capacité de concentration qui est nécessaire quand on fait de la méditation, qu'on fait aussi quand on fait de l'apnée, qu'on descend à 40 mètres ou 50 mètres, etc., bah, c'est un truc qu'on peut exercer au quotidien. Dans une situation que vous avez certainement vécu, une réunion d'entreprise un peu foireuse, ça nous énerve et on peut s'énerver et ça ne marche pas. Donc il y a d'autres façons de contourner ces problèmes-là et ça en fait partie. Une autre application très concrète, c'est de se mettre en état d'hypnose pour quand on va à l'hôpital. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui ne font plus si je suis fatiguée, d'anesthésie, voilà, et qui font de l'hypnose. On a aussi des écoles du côté du MIT avec lesquelles on améliore les capacités des gens par ce qu'on appelle la psychologie positive. En France, c'est Christophe André qui fait ça. Et donc, ce sont des gens qui ont travaillé sur une discipline qui n'est pas de réparer les gens malades, mais d'améliorer là où vous êtes bon. Tout ça, je peux vous en parler à longueur de temps. Il y a plein de choses qu'on peut appliquer et c'est gratuit. Donc vraiment, ce serait dommage de ne pas s'en servir. Voilà, donc là, j'ai mis un peu... voilà, j'ai pas eu le temps de bidouiller l'image. Je voulais retrouver une image j'ai vu dans l'avion des trucs sur la mer de corail. Tous les enjeux actuellement sont ce truc-là qui me semble juste énorme. Bon, on peut en parler si vous voulez, mais pour moi, c'est clair qu'une des idées, ça serait de joindre un modèle économique avec un modèle de santé, avec un modèle de bien-être et bien sûr écologique. Hein, donc on en parlait tout à l'heure. Il est évident que si vous avez des touristes qui viennent voir les baleines avec un gros bateau ou avec un hélicoptère et qui repartent en restant que 2 jours, c'est mauvais pour tout le monde.
Si vous avez des gens qui viennent faire de l'apnée, vous êtes sûr qu'ils vont rester plus longtemps pour s'entraîner, pour voir les choses. Ils vont plutôt bouffer d'une certaine manière, peut-être plus simple, plus locale, plus végane, ou etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées dans une attitude au monde peut-être. Donc moi, en tout cas, c'est ça que j'ai commencé à essayer de voir, travailler avec d'autres îles. Je suis en contact aussi avec quelques autres îles dans le monde pour ces questions. Et je crois que c'est vraiment important de commencer à se rendre compte que, je ne sais plus qui disait ça, oui, c'était encore notre même ami l'autre jour, là. L'océan, c'est quand même pratiquement 78% de la surface de la planète, et la Terre est posée dessus. Mais ce qui nous relie tous, c'est l'océan. Donc si on arrive à trouver des solutions dans l'océan, on peut les passer à beaucoup de monde. Et les animaux le savent bien, les baleines le savent bien, puisqu'elles se baladent, et on connaît leur trajet. Voilà, donc, et pour vous dire, j'ai des anthropologues en France avec lesquels on bosse depuis des années, depuis 20 ans. Barbara Glovzeski, si certains d'entre vous ne connaissent pas, je peux vous envoyer des papiers. Elle a travaillé depuis 20 ans sur ce que font les aborigènes d'Australie. Ça a fait écho avec des choses que font les Maoris, et ça fait écho avec d'autres peuples de la mer. Et il y a plein de choses absolument passionnantes sur cette façon de se relier. Et Barbara, en 94, a fait sa thèse sur l'idée que cette manière de se relier anticipait l'arrivée du web. Et le web est arrivé en 2001. Donc quand même, il y a quelque chose de vraiment remarquable là-dedans. Voilà, donc... autre chose également qui ressort de nos travaux des crapauds fous, donc en fait il y a un bouquin, j'ai pas pu vous l'amener parce qu'il est arrivé sur les... Il vient juste d'être imprimé, donc il est à Paris. On essaiera de vous en envoyer ici, mais pour l'instant, je ne sais pas si vous avez des libraires qui vont le commander, peut-être on peut trouver une méthode intelligente de le fabriquer ici, enfin on peut en parler. Donc le bouquin en fait c'est un code source dans lequel les 34 ou 40 ont mis tout ce qu'on avait de mieux pour le partager de manière utile et facile à reprendre. Hein, c'est toujours cette idée de gratuité. Et là, vous avez une jeune personne, alors là-haut, c'est le patron de la Croix-Rouge internationale, qui a fait partie du groupe, hein, et qui nous dit, nous, ce qui nous manque, nous, les ONG, c'est qu'on ne sait pas collaborer. On ne sait pas servir d'un wiki. On ne sait même pas ce que c'est que vos histoires de Facebook et compagnie, donc aidez-nous. Donc là, il y a un vrai volant, dans la mesure où aujourd'hui, les migrants, ça va être absolument partout. Tous les problèmes de santé, d'humanitaire, tsunami, etc., tout le monde va en avoir. Donc si on n'est pas capable de se passer des recettes et d'aller plus vite dans l'aide aux personnes, et surtout de leur donner les moyens de se venir en aide, on va juste pas y arriver. Donc on est en discussion avancée avec les gens de Médecins du Monde et quelques autres ONG sur comment travailler sur des modèles de montée en capacité, les Fab Labs et autres, pour que les gens puissent eux-mêmes développer des solutions locales en urgence. Et ici, Sarcellopolis, c'est une autre personne qui est une jeune Française qui a développé un programme absolument remarquable pour les banlieues. Alors qu'en France, quand vous demandez qu'est-ce que Sarcelles vous évoque, Sarcelles, vous connaissez? Non? Oui? Non? Si je vous posais la question, ça vous dit quoi, Sarcelles? Quoi? Voilà, délinquance, voiture brûlée, émeute, banlieue sale, tout ça. Bon, bah, cette jeune fille, elle a que 27 ans, elle était en train de travailler dans le monde entier, et puis elle est revenue à Sarcelles, et elle a dit, j'en ai marre qu'on traite ma ville comme ça. Et en 2 ans, elle a complètement retourné la vision des Sarcellois, d'une part, et des journaux sur la ville. Aujourd'hui, il y a un encart spécial dans le Parisien, où c'est elle qui publie toutes les choses positives que fait la ville. Et elle parle de ce que font les gens. Et ça s'appelle le Sarcelloscope. Et elle est en train de répliquer ça dans plein de villes en France. Et moi, je lui dis, il faut que tu viennes avec moi dans d'autres pays du monde pour expliquer comment tu as fait ça. Elle n'avait pas un rond. Et aujourd'hui, c'est les gens du local qui écrivent le journal. Voilà, donc ça, on a plein d'exemples comme ça dans le bouquin et dans le réseau. Et là-haut, vous avez une boîte que j'aime beaucoup qui pourrait nous aider, QuantCube, qui est une jeune start-up absolument aussi étonnante. Ils étaient les seuls à avoir vu arriver Trump et le Brexit. Ils avaient anticipé ce que faisait Cambridge. Et donc ces gens-là font partie des crapauds fous, donc c'est devenu des amis. Et chaque fois que j'ai une question de big data un peu compliquée, je leur demande, et très souvent ils ont déjà des modèles, des hypothèses. En ce moment, ils font des projets avec la Banque mondiale en Afrique pour anticiper l'arrivée de certaines maladies, pour également voir l'extension des camps de réfugiés. Et quand je parlais de la Nouvelle-Calédonie, il me dit, ah bah tiens, on vient de soumettre un projet à l'Agence spatiale européenne, et on va regarder par satellite tout ce qui se passe au niveau des mers pour voir l'augmentation, tout ça, tout ça. Et je lui dis, bah, Nouvelle-Calédonie, tu peux la mettre dedans ou pas? Il dit, bah, il faut voir, mais oui, pourquoi pas, etc. Et là, il me dit, d'autre part, on fait des drones. Donc, si on veut aller observer ce qui se passe sur les surfaces ou au fond des mers, on a des objets qu'on est en train de faire en do it yourself, qu'on peut envoyer sous l'eau pour nous récupérer des données. Voilà, donc c'est que de la collaboration, et toujours dans ce but d'améliorer la condition de vie des gens. Donc ça, bon, ça c'est pour la petite histoire, vous connaissez peut-être le point de bascule. Là, je l'ai mis pour les économistes ici, la fameuse théorie des early adopters, etc., etc. Donc toute l'idée, c'est que, pour ceux qui la connaissent pas, c'est que normalement, dans le changement, dans le marketing, pour l'adoption, on va dire, ce qui se passe généralement, c'est que vous avez au départ 2,5% de gens qui innovent vraiment.
Ensuite, vous avez 13,5% de gens qui sont les early adopters, qui vont sauter sur l'innovation. Et c'est une fois qu'on arrive là, qu'on a le point rouge, le point de bascule, les autres suivent et ça passe de l'autre côté, ça devient une mode. Et bien moi, l'idée, c'est que les crapauds fous sont en amont des 2,5%. Ils font partie de ces gens qui explorent les tunnels, pas pour faire du pognon ou quoi, c'est simplement parce qu'on est convaincu qu'il faut aller sous le tunnel chercher autre chose. Et si on le trouve, on revient. Et c'est grâce à ces crapauds fous qu'il y a ensuite les 2,5% des gens qui vont innover. Donc les crapauds, ils sont vraiment en amont dans cette recherche d'une autre manière de vivre par rapport à ce tsunami qui arrive. Voilà, et donc pour terminer, j'aurais pu vous parler aussi, mais je préfère peut-être vous laisser poser des questions. J'ai un gros volet là-dessus sur la génération 2050, c'est ainsi qu'on l'a appelé, avec les vieux, là tous les anciens, qui nous ont donné vraiment du matériel. Et l'idée, c'était qu'on pense que les gens qui vont jouer un rôle clé demain sont la génération qui est actuellement en âge de voter eux-mêmes avant, on va dire 17 à 35 ans, parce que ces gens-là seront aux manettes en 2050. Et si vous faites un calcul, la plupart des gens qui sont ici seront à la retraite à ce moment-là, et c'est eux qui payeront nos retraites. Donc la meilleure assurance pour le futur, c'est de donner à ces jeunes les moyens de préparer l'avenir qu'ils veulent. Et c'est pas comme on faisait à la COP21 de leur dire les gentils, dessinez-moi une planète et puis allez jouer à côté. Hein, c'est pas ça du tout. C'est de leur montrer ce qui se passe et de leur donner les moyens de dessiner ce qu'il faut, de devenir auteur. Et donc nous on travaille vachement là-dessus avec les écoles, etc. Donc ça je pense que c'est vraiment un message clé, c'est qu'il faut vraiment accélérer la transmission en amont et considérer qu'un gamin, même avant d'être majeur, même avant 18 ans, est capable de produire déjà énormément de choses. Donc ça c'est un autre volet, mais beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc pour terminer, donc je renvoie là-bas mes amis d'InnoLab ici présents. Donc le crapaud fou, il a un seul message finalement, si je pouvais résumer. Donc les 3 tsunamis, donc pas 1 mais 3. Moi je crois que c'est parce qu'il y en a 3 qu'on a une fenêtre d'opportunité actuellement, parce que ça oblige à bouger. Tant qu'il n'y avait que l'écologie, on peut dire c'est pas mon problème, c'est à l'autre bout de la planète. Mais le problème là de vous êtes le produit, c'est vous tous, ça, le poisson rouge, etc. Potentiellement, c'est vos enfants, c'est peut-être vous-même déjà. Ensuite, le problème de la fracture sociale, vous l'avez vous ici avec les migrants. Nous, on va commencer à l'avoir beaucoup en Europe et c'est ça qui fait bouger les gens. Quand ils voient les migrants à la porte de la chapelle, ça leur fait peur d'un coup. Là, c'est à leur porte, ça leur fait plus peur que ce qui peut vous arriver ici. Et donc, au résultat, il y a vraiment quelque chose qui fait que les gens, je pense qu'il y a une possibilité. Donc, le crapaud fou, c'est une invitation, c'est pas des solutions. C'est des témoignages et c'est juste l'idée que ce petit pas de côté, il peut commencer n'importe où. Ça peut être de vous inscrire dans un club, de manger moins de sucre, parce que ça fait du diabète, c'est de faire un peu d'apnée, c'est n'importe quoi. Dans le cas de Los Angeles, c'était beaucoup de sport, des trucs très simples. Mais le simple fait de devenir acteur, c'est le fait de commencer à être crapaud fou. Et ensuite, nous, avec tous nos réseaux, parce qu'on fait ça dans beaucoup de pays, eh ben, on va trouver d'autres personnes qui font comme vous. Et après, quand on met ça en réseau, par l'échange des données, etc., ça peut créer des connexions absolument inattendues. Donc moi, des cohortes de crapauds fous, j'en ai déjà sur San Francisco, Berlin, Berne. Et là, ça additionne à toute vitesse. Et ce qui est génial, c'est que si vous voulez démarrer, je pense qu'on trouvera très facilement des connexions dans d'autres endroits. Et l'idée, c'est qu'il faut juste, au départ, dire ce qui vous fait kiffer. Sinon, on ne peut pas vous détecter. Hein. C'est aussi con que ça. Voilà. Et donc, le crapaud fou, c'est ça. Et donc là, donc nous, on sera ensemble du 3 au 5. Et notamment avec l'équipe ici qui organise tout l'événement, on va être présent le matin entre 8h30 et midi pour écouter tous les gens qui ont envie de participer et de dire quelque chose. Donc on vous invite à venir, il y a vraiment, je crois, de la place. Hein. Je vous laisserai expliquer tout ça, mais normalement, nous, on est là 3 jours de suite, c'est beaucoup, en fait, pour vraiment faciliter la remontée de vos envies éventuellement, d'agir ou de participer ou de dire ce qui ne vous plaît pas aussi. Hein. C'est important. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Et, Alors, je ne sais pas comment on fait maintenant, si vous avez des réactions, des questions, des commentaires. Si je fais circuler le micro, peut-être ou... Bonsoir, merci déjà. Quand vous parliez de Steve Bannon tout à l'heure et de Breitbart, je vois pas comment il aurait pu avoir accès aux données de Facebook en fait. Pourquoi Zuckerberg lui aurait permis de faire ça? Très bonne question et malheureusement qui moi-même m'a fait tomber de ma chaise à l'époque. J'ai pensé comme vous, j'ai dit mais non, je connais pas Breitbart, etc. Mais en fait, ça vous arrive souvent de vous inscrire sur un site, une appli quelconque, qui vous dit pour simplifier la vie, inscrivez-vous avec Facebook. Est-ce que vous avez déjà coché une fois sur cette case? Oui, et d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai eu l'expérience sur Airbnb et ça m'a bluffé parce qu'il disait soit vous payez 20 €, soit vous vous inscrivez via Facebook. Donc ça veut dire qu'ils estimaient mes données que je pouvais leur fournir ou pas à 20 €. J'ai préféré payer 20 € en l'occurrence. Eh ben, c'est exactement ça. Google estime, actuellement, on estime que votre usage de Google vaut 20 € par an à peu près, entre 20 et 40 selon votre usage. Mais on va dire 20 € en moyenne, parce que c'est beaucoup d'argent.
Une simple alternative déjà pour savoir, je vous en parlerai après, mais donc 20 €. Ensuite, quand vous cliquez sur Facebook, et si l'appli appartient à cette espèce de nébuleuse dans laquelle Breitbart est impliqué, vos données sont aspirées. Et il suffit qu'un de vos copains soit tombé dedans et vous êtes dedans. Parce que si un copain vous like et met votre nom sur une de ses pages, vous êtes dans son réseau. Donc il suffit qu'une personne de votre réseau ait cliqué une fois là-dessus et c'est parti. C'est pour ça que quand moi j'ai eu accès à toutes les données des Américains en fait. C'est ça qui est effroyable. Moi je disais mais je ne me sers pas de Facebook ou très peu. Mais il suffit qu'un copain ait mis Tanium sur une page et puis tout, que mes données se sont aspirées dedans. Et le pire c'est que les Russes ont fait ça aussi. Hein. Ils ont créé des faux comptes. On a vu l'augmentation des comptes et c'est ça qui a fait... Aujourd'hui Facebook a accepté d'engager 3000 personnes pour vérifier les contenus parce que jusque-là ils ne voulaient pas s'y attaquer. Et en fait ils avaient créé des faux comptes et ces faux comptes inondaient de données fausses mais suffisamment crédibles pour que ce qu'ils appelaient les stupid idiots, enfin les... non c'était useful idiots, donc idiots utiles. Donc on envoie ça à des gens dans le réseau en sachant qu'ils ont une légère préférence anti quelque chose. Vous faites passer une info fausse avec un faux compte et du coup ils vous like et après vous inondez son compte de tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment eu des tas de comptes qui ont été créés. Donc après ce qu'on a fait c'est qu'il y a eu des sites qui ont été mis en place pour détecter les sites à tendance alt-right, donc extrême droite nazie, et couper les liens si possible avec ces sites-là. Mais il y a eu plein d'exemples comme ça. Au début, ça a pris presque 2 mois avant qu'on réalise le poteau rose. Moi, je me souviens, le jour de Noël, j'étais en train de regarder ce qui se passait sur Google, et je vois passer un article d'une journaliste du Guardian qui tape sur sa recherche. Elle cherchait Are Jewish, elle voulait taper Are Jewish quelque chose. La machine complète Devil. Donc, est-ce que les Juifs sont le diable? Donc, elle se dit, mais comment c'est possible que la machine me pose cette question? Donc, elle clique, et elle atterrit sur une quantité de sites complètement immonde, quoi. Et le fait, c'est que plus ça arrive, plus la machine apprend que c'est vers là qu'il faut aller, et plus elle monte ça dans le ranking de votre page. Donc après, à un certain moment, vous vous rendez compte que l'algorithme, il fait des tas de trucs que vous ne contrôlez pas. Vous avez qu'à faire le test ici avec votre ami ce soir, tapez chacun le même mot, vous n'aurez absolument pas la même page à l'arrivée. Donc voilà, donc le résultat, c'est que malheureusement, Breitbart a eu accès à toutes les données parce qu'il suffit que vous ayez cliqué une fois sur Facebook ou que des copains à vous l'ayez fait et vous êtes dedans. Merci. Alors pour être moins négatif quand même, dans les recettes, dans le bouquin, on a fait écrire par Coin de Cube un big data pour les nuls. Donc comment se protéger? Ça va depuis des trucs très très simples, les alternatives open source, jusqu'à des choses sur quand vous voyez des choses arriver, vérifier vos sources, des trucs comme ça. Et c'est vraiment très simple à appliquer. Hein. Donc je les ai mises également sur un site internet. Donc on a toutes les recettes très simples pour se protéger contre ce genre de trucs. C'est vraiment comme contre le sida en fait. Hein. C'est pas tellement plus compliqué. Il faut juste être conscient et en parler autour de soi. Et en pratique, comment ça commence des crapauds fous dans une ville ou dans un endroit? Ça commence exactement comme ici. Ça peut être, on discute, et puis il y a peut-être 3, 4 personnes, 5 personnes qui vont dire « Ah, ça m'intéresse ton truc ». On discute. Vous venez par exemple au salon la semaine prochaine, on s'assoit autour d'une table, vous dites quoi, et comme il y a d'autres crapauds autour de la table, à un certain moment, c'est plus moi qui parle, c'est les autres crapauds qui vont commencer à coasser, hein, vous allez parler entre vous. Moi, je vais être là pour faciliter, voir ce qui remonte. Et à la fin, c'est vous qui allez monter entre guillemets en capacité, mais c'est pas une capacité. C'est vous qui allez identifier des gens qui, comme vous, ont envie de faire des trucs. Et c'est ça l'intelligence collective, c'est que c'est le groupe qui va faire émerger quelque chose. Donc ça, c'est à l'échelle locale ici. Après, nous, on fait la même chose au niveau plus gros. Au sens, avec les réseaux, on peut le faire à travers intervilles, interpays, etc. Et puis le troisième truc que j'aime bien faire, mais c'est plus compliqué, peut-être une prochaine fois, c'est les fameux séminaires ou les séjours d'intégration des crapauds. Donc on part à 30 ou 40 dans une aventure collective. Le truc dont je vous ai parlé, on ne se connaissait pas, les 3 quarts des gens ne se connaissaient pas. Mais on applique ces recettes et à la fin on produit un texte, on produit une version, un prototype. Le premier prototype a été fait en avril au Trail, il s'appelle le prototype Trail. Il y a le prototype San Francisco, etc. Et tout le monde a accès aux bases de données. Voilà. Et donc c'est vraiment cette idée que on n'invente rien, on donne à voir ce que font les autres. Et surtout ce qui est important, c'est que c'est basé sur le jeu. Le jeu JEU, on s'amuse, on ne se prend pas au sérieux, il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas de starification, surtout pas. Et également, c'est basé sur le jeu JE, c'est-à-dire que chacun de soi peut dire ce qu'il est. Et vous verrez dans une particularité, si vous venez nous voir mardi, mercredi, jeudi, c'est que toute l'équipe qui est là est vraiment dans cette logique de bienveillance. Personne n'est là pour juger les autres, donc les gens trouvent un espace de sécurité où ils peuvent dire plus de choses qu'ils n'oseraient d'habitude. Dans un contexte corporate, on n'ose pas trop s'exprimer, c'est quand même relativement bordé. Et là, toute l'idée, c'est qu'on part d'abord des gens, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont envie de faire, et seulement à la fin des projets. C'est ça le crapaud fou, c'est qu'on inverse la proposition.
Donc voilà comment on commence. Puis autre possibilité, il y a le site internet. Et puis bientôt le bouquin qui sera, j'espère, en Nouvelle-Calédonie, où on va peut-être trouver un moyen de le fabriquer ici, peut-être. En Fab Lab, je ne sais pas. Le PDF, alors le truc, c'est que j'ai une partie du... Alors, oui, bien sûr, j'ai mis en PDF tout ce qui est le manifeste des crapauds fous, mais il y a toute une série de choses qui sont un récit, une sorte de roman, tout ça. Donc l'éditeur qui a vraiment porté le projet, je crois que c'est normal qu'il y ait une partie pour lui qui revienne logiquement, mais il n'impose pas de prix en plus. Donc on est vraiment dans une logique de don. Lui, ce qui lui importe, c'est que ce livre soit lu. Et pour vous dire, au même moment, il sort le manifeste du Dalai Lama, qui a été interviewé par une jeune fille française de 15 ans. Les deux livres sortent en même temps. Donc c'est un éditeur super engagé. Oui, non, ouais, on va trouver quelque chose. Moi, je suis plus... Ouais. En fait, en ce moment, pour être complète, on a fait la première présentation de ce projet devant des grosses fortunes. Et on leur a dit, est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que ce qu'on fait là, c'est pas pour faire gagner de l'argent à l'éditeur. C'est pas ça du tout l'enjeu. C'est pas de vendre 7000 bouquins. C'est que ça se diffuse. Donc on est en train d'essayer de travailler sur cette logique-là. Oui, merci pour votre intervention que je trouve vraiment très intéressante. J'avais une question, c'est est-ce que vous croyez que le système éducatif il tue pas les crapauds fous? Parce que c'est le sentiment que j'ai au travers de nos enfants. On a l'impression que dès qu'ils sortent du cadre, voilà, au contraire, au lieu de favoriser l'émergence de leurs idées, on les bride. Et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ou donner comme lueur d'espoir, je veux dire, sachant qu'en Calédonie, on est encore plus éloigné de toutes ces choses-là, donc on a le sentiment que c'est bouché. Merci pour cette question qui est effectivement essentielle. Donc l'éducation, pour nous, c'est vraiment un enjeu prioritaire. Mais déjà, je préfère remplacer l'éducation par apprentissage, l'expérimentation. Donc la première réponse, c'est que le crapaud fou, justement, c'est celui qui sort du cadre. Donc par essence, le crapaud n'est pas dans l'école. Ou alors c'est parce qu'il a un prof qui est crapaud fou. Donc prenons le premier cas de figure, l'école classique, qui norme les enfants, etc. Donc c'est pas là qu'on va voir le crapaud fou s'exprimer, a priori. Donc c'est plutôt toute l'activité extrascolaire. C'est toutes les expérimentations qu'on a fait d'ailleurs avec François Tadillier, avec des écoles primaires et des gamins à la pause de midi, où on leur faisait faire des jeux éducatifs, scientifiques et tout ça. Donc il y a des possibilités en dehors de l'école, dans les hobbies, dans les activités. Et c'est là que c'est intéressant de leur dire, vous n'êtes pas tout seul dans votre truc. Si tu te sens légèrement mal adapté parce que tu penses trop vite ou ceci ou cela, il y en a d'autres qui sont comme toi. Donc c'est vraiment cette dimension à l'extérieur qui peut permettre à l'enfant de se rendre compte qu'il n'est pas isolé. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes. On ne prend pas forcément en compte la souffrance des enfants dans ce contexte-là. Donc on travaille nous aussi avec des spécialistes des enfants à Paris. On travaille avec une fondation qui travaille sur les surdoués et les jeunes enfants différents pour leur trouver des solutions en dehors de l'école. Ensuite, la deuxième réponse sur l'école elle-même, c'est que pour changer l'école, ça va prendre beaucoup de temps. Donc moi, pour l'instant, je ne m'attaque pas à ce morceau-là. J'essaie de repérer les profs qui sont un peu crapauds fous et surtout les contextes où on peut le faire. Et je pense que dans des contextes où il y a des spécificités locales et qu'on est loin de la métropole, il y a peut-être plus de possibilités de faire des choses, alors que le faire à Paris, sous les phares du rectorat, c'est plus compliqué. Donc je dirais que pour moi, la réponse, c'est d'abord, en dehors du système, cultiver cette partie d'enfants un peu folle, qui ne se prend pas au sérieux. Et deuxièmement, trouver dans l'école les failles dans lesquelles on peut commencer à faire un peu du crapaud. Et puis troisième, à mon niveau, je travaille avec pas mal de profs un peu originaux au CRI, mais pas que, dans des licences, dans des masters. Et il y a très souvent, quand même, dans chaque université, il y a toujours un prof ou deux qui sont un peu spéciaux, quoi, qui veulent faire des trucs différents. Souvent, ils sont sur des cours d'innovation, des cours d'art, ou des cours parfois même de sport. Et du coup, ils ont un prétexte pour expérimenter des trucs. Et dès qu'on peut expérimenter, je pense qu'on peut mettre un peu de crapaud fou. Et je peux vous assurer que c'est pas très compliqué. Hein. Ça peut être juste de changer les règles du jeu de quelque chose, ou de mettre un petit peu de jeu dans la salle, etc. En tout cas, pour le moment, on a plusieurs tests en grandeur nature dans plusieurs sites en métropole, enfin, sur lesquels je suis impliquée. Et je pense que c'est vraiment c'est en train de changer. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention que j'ai trouvée très intéressante moi aussi. J'avais une question par rapport à l'intelligence artificielle et je me demandais si d'ici un avenir proche, on assisterait à la création d'une intelligence artificielle qui serait douée de sentiments. Voilà, merci.
Très bonne question. Pareil, ça c'est un gros volet de la recherche que j'ai résumé dans le bouquin. Et grâce à Cédric, ça m'a fait gagner également du temps. Alors, la réponse, c'est que déjà pour distinguer cette nouvelle forme d'intelligence, donc l'ancienne, vous avez compris, elle appliquait les règles. Elle fait le grammaire, le solfège. Bon, cette nouvelle forme d'intelligence, où vous lui filez plein de data et vous lui demandez de deviner. Et elle teste par plein de chemins et elle trouve la réponse à la fin et elle en déduit les chemins qui fonctionnent, d'accord ? Donc pour l'instant, elle sait distinguer un chat, un chien. Donc l'algorithme va reconnaître que le chemin qui passe par ce genre de chemin fonctionne, donc il connecte, etc. Bon, la question suivante, c'était de dire est-ce qu'elle sait que c'est un chat ? Bah non, elle est un peu stupide. Elle sait statistiquement que la réponse sur ce truc, c'est chat. Une tête ronde, 2 oreilles, des moustaches, ça fait chat. Donc ça marche à peu près de plus en plus fin. Et plus il y a de data, et plus la machine est bonne. Mais encore aujourd'hui, elle confond parfois des renards avec des petits équels, etc. Bon, donc tout ça, ça s'améliore avec les inputs que vous lui donnez. La question ensuite de l'émotion, et puis la question de la conscience. C'est des questions qui déchirent beaucoup les gens. On voit beaucoup ça dans les films de science-fiction qui sont d'ailleurs passionnants, comme Human Robots, ou je ne sais pas si vous avez vu toutes ces séries qui sont pas très loin d'une réalité quelque part, mais qui posent des questions qui inquiètent. Alors la réponse qu'on fait aujourd'hui, c'est que la machine sera capable d'imiter les sentiments, parce qu'elle va être capable déjà elle sait lire votre visage, hein, vous savez, elle sait lire la colère, les 5 expressions principales, et donc elle va être capable de voir que quand vous êtes en colère, votre ton monte, votre couleur de visage change, et vous dites des gros mots comme, je ne vais pas les dire là, mais donc on sait que quand cet état de sentiment est là, c'est ce genre de mot qui sort, d'accord ? Donc la machine, sans avoir de vrais sentiments, va faire comme si elle avait des sentiments. Et après, on va lui feedbacker que c'était bien ça, c'était bien de la colère, ou non, c'était de l'amour, ou c'est de la colère, etc. Donc vous voyez, donc elle va faire comme si elle avait des sentiments. Donc les scientifiques disent, les gens de Google disent c'est parfait, ça me suffit, du moment que ça fonctionne, c'est ça que je veux, donc c'est l'approche fonctionnelle. Et il y a des gens qui disent mais c'est n'importe quoi, c'est pas des vrais sentiments. Mais n'empêche que, et c'est là qu'on arrive à, pour moi, la vraie question, dans les usages. Une mamie, mettons, qui a son petit chien électronique, qui lui fait des câlins, etc., etc. Eh ben, la mamie, elle veut pas savoir que c'est faux. Elle s'en fout, ça lui fait du bien. Donc à ce moment-là, c'est comme du sentiment, malgré tout. Elle a l'impression que le chien l'aime. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on a un problème qui après pose la question du recyclage. Parce que quand le chien meurt, est-ce qu'on a le droit de le dézinguer ou pas ? Ben non, c'est une personne juridique. Mais je vous assure, je t'assure, tu te marres, mais je t'assure qu'il y a des juristes qui planchent là-dessus. Parce que si tu dis que si la personne s'attache à l'animal, tu lui donnes une personnalité juridique. Pour la petite histoire, la question qu'est-ce que c'est qu'un être vivant versus un être inanimé ? La question a été tordue, et c'est pendant l'esclavage d'ailleurs que cette question a été posée. Et Jeremy Bentham, en 1600 et quelques, a dit la seule réponse, c'est souffre-t-il ? Et à l'époque, c'était les Noirs, c'était ça qu'il disait, hein. Les Noirs n'ont pas d'âme, ce ne sont pas des êtres humains puisqu'ils ne parlent pas. Ce sont des êtres inférieurs. Et donc la seule question que Bentham m'avait dit, c'est souffre-t-il ? Et bien aujourd'hui, le problème, c'est que les robots, on va leur faire des trucs qui vont faire comme s'ils souffraient. Ils vont être capables de dire aïe, etc., parce qu'ils vont copier la big data, la base de données. Voilà. Alors la conscience, c'est encore autre chose. Ça, par contre, c'est probable qu'on ne va pas y arriver parce que la conscience suppose d'être réflexif, donc d'être capable de se rendre compte de ce qu'on vit actuellement. Alors la machine ne peut qu'anticiper ce qu'elle a déjà avant, donc c'est probable qu'elle n'arrivera pas à ce niveau, notamment sur l'intention et l'intuition, qui sont des trucs un peu plus compliqués à modéliser. Enfin voilà, ça c'est plus compliqué, mais je trouve que c'est absolument passionnant parce que c'est pour moi là la vraie question. C'est pas le fait que c'est des vrais sentiments ou pas, c'est est-ce que les gens vont s'y tromper ou pas ? Est-ce qu'ils vont être conscients que c'est une machine, il faut la unplugger, c'est terminé. Voilà. Bonsoir. Je voulais revenir, si possible, sur le modèle économique de Wikipédia, en première question, et la deuxième attendra un petit peu. D'accord. Le modèle économique, c'est qu'il n'y en a pas, au départ. C'était basé sur la passion des bénévoles qui voulaient faire quelque chose de bien, etc., etc. Et vous avez sans doute remarqué que progressivement, il a fallu faire des demandes de dons, etc. Donc le modèle, en fait, qui repose sur la création de valeur, qui est la valeur ajoutée de l'encyclopédie pour tout le monde, aurait pu... justifie que chacun donne quelque chose. Donc la fragilité de leur modèle, c'est qu'il faut que les gens acceptent de donner, sans quoi ils sont un peu dans le rouge. Donc en fait, ils ont 2 stratégies. D'un côté, ils vont chercher de l'argent de gros mécènes, donc des grosses fondations qui donnent beaucoup. Et puis de l'autre côté, ils vont chercher des 1, 10 euros que les gens vont donner les uns et les autres. Donc voilà, ça c'est la réponse du côté du business model. Mais tous les gens qui sont dessus, il n'y a que, je crois, 150 salariés aujourd'hui et 60 000 bénévoles. En réalité, aujourd'hui, le vrai problème qu'ils ont, c'est qu'à cause des fake news, jusque-là, c'était comme une copropriété qui était bien gardée. Donc chaque personne qui a fait une page la gère. Et tous les gens qui ont écrit dessus vérifient. Quand vous mettez une cochonnerie, ça se voit. Donc les autres l'ont vu, c'est comme une copropriété. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des flics. Le problème, c'est quand on est à l'ère de la fake news, avec Breitbart, on est inondé de tellement de cochonneries que les gens n'arrivent plus à contrôler. Donc c'est pour ça qu'on a cette question qui se pose aussi pour Facebook et Google, c'est que l'algorithme, il faut d'autres garde-fous pour aider les humains qui font le travail de tri.
Voilà. Et en fait, la deuxième question porte sur la coexistence d'un modèle de société dans lequel on vit avec l'initiative Crapaud Fou. Et la question peut se traduire par les crapauds fous sont-ils destinés à rester en amont des innovations et à ne pas inonder la société à terme? Alors, c'est marrant parce qu'une des collaboratrices qui était anglophone, australienne d'ailleurs, m'a dit en fait, tu ne devrais pas dire crazy toad en anglais. Elle disait, tu devrais dire you should tell crazy toading, faire crapaud fou. Et l'idée, c'est qu'on peut tous faire crapaud fou à un moment donné dans sa vie. Il faut juste oser une première fois faire un truc différent, et puis après on redevient normal, si on veut, si on peut dire. Puis de temps en temps, on fait crapaud fou, on met le chapeau, puis après on arrête. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça augmente la base d'action positive dans ce sens-là, et qui se relie avec les autres. C'est juste cette idée-là. Donc on n'a pas besoin d'être crapaud fou toute sa vie ou tout le temps. Il suffit d'être de temps en temps. Moi, je suis pas crapaud fou tout le temps, hein, ça serait pas possible. Mais simplement, c'est cette idée que c'est comme la chasse au gaspille ou touche pas à mon pote. C'est comme si on contribue à un pot commun qui s'agrandit à chaque fois qu'on fait un truc. Et comme c'est gratuit de contribuer dans cet esprit-là, par rapport au Wikipédia, moi, je ne vais pas embaucher 150 salariés, c'est clair que non. Donc mon idée, c'est plutôt d'en faire un truc aussi simple à utiliser que les Pokémon, c'est marchand, mais le principe, c'est que si ça plaît, que les gens trouvent ça rigolo, il faut que ça reste un jeu, que ce soit vraiment à la portée de chacun, et à partir de là, on verra bien, c'est un pari. Il se peut que dans quelques temps, on parle plus du tout des crapauds fous, c'est pas grave, on se sera amusé, on s'amuse déjà bien avec ça. Et voilà, donc c'est vraiment l'idée que c'est libre. Et une autre chose qui a été écrite par l'un des crapauds fous, qui est un double normalien complètement excessif dans toutes les... Il s'appelle Arnaud, il est dans le bouquin. Il dit, ce qui compte, c'est de faire une première fois. Mais si cette première fois rencontre 3000 premières fois, alors ça fait une différence. Moi, ce que je me demande, c'est si vous êtes efficace, et si les crapauds fous sont efficaces, comment l'État va arriver à vous pomper du fric? Pomper le fric? Mais oui, parce que vous allez rendre un service. Et l'État, lui, il a toujours besoin d'argent et il va toujours essayer de chercher à en récupérer à partir du moment où vous servez à quelque chose. L'État est partout et l'État cherche l'argent dans tous les mouvements. Donc vous faites partie d'un mouvement, comment ils vont vous avoir? Moi, pour l'instant, ça fait 15 ans que je fais ce genre de truc et j'ai jamais eu de problème avec ça parce que simplement, j'ai pas de relation financière avec ce que je fabrique. C'est plus simple pour moi. Mais l'idée, c'est qu'à gauche de la courbe de Gauss qu'on a vue tout à l'heure, on est avant les early adopters. L'argent commence à peu près là. La partie innovators, c'est l'inverse, ça coûte. Donc là, on ne peut pas pomper de l'argent, c'est l'inverse, c'est nous qui payons pour faire nos trucs. C'est toi qui m'invites à venir ici, c'est toi qui payes le billet d'avion. Donc pour l'instant, c'est un coût. Pour l'instant, je ne rapporte pas d'argent. Donc moi-même, ça me coûte du temps, c'est tout. Après, quand ça commence à rapporter, c'est quand on arrive dans la partie, on va dire, early adopters ou on va dire innovateurs. Donc ça, c'est Blablacar ou Couchsurfing, c'est gratuit, c'est des modèles d'amateurs qui collaborent. Puis quand on arrive dans les early adopters, là, il y a du fric, c'est Airbnb, c'est Uber. Et là, je pense qu'il faut que l'État se serve, normalement. Mais pour moi, je pense que c'est important que la partie amont des crapauds et des early, des innovateurs amont, ceux-là, on les laisse bidouiller. Et très souvent, ces gens-là le font dans leur temps bénévole, leur temps de côté, ou éventuellement en tant que chercheur, ou indépendant, ou penseur, etc. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiète sur l'aspect taxe. Je pense que c'est pour les gens qui viendront profiter de ce qu'on a trouvé qu'il y aura peut-être la question de l'argent. Question, mais sous l'angle récupération par les entreprises privées, en fait, au sens ultra profit du terme, hein, j'entends, pas l'entrepreneuriat individuel, par exemple, mais la réponse a été donnée. Merci. Cela dit, je peux en profiter pour dire un mot sur les entreprises, parce que dans les crapauds fous, il y a des grosses entreprises. Il y en a beaucoup de grosses, d'ailleurs, qui sont dans le bouquin. On peut aimer ou pas, mais c'est à chaque fois... Bon, je vais les donner les noms. Il y a les Mulliers, par exemple, c'est la famille Auchan. Decathlon, Leroy Merlin, et puis il y a aussi le groupe Suez qui sera présent. C'est une boîte avec laquelle j'ai travaillé à un moment donné. On avait fait des tas de projets vraiment passionnants sur l'eau et l'assainissement. Donc moi, j'aime pas mettre des barrières et des étiquettes. C'est important, je l'ai dit au début, sur l'identité fluide. Donc pour moi, un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord un humain avant d'être un dirigeant. Et donc lui, il a peut-être un enfant autiste aussi, il a peut-être des problèmes de santé, il a peut-être des problèmes, etc. Donc si on rentre par l'entrée humaine du dirigeant, il y a une petite partie de crapaud fou là-dedans. Après, on peut toujours trouver un moyen de faire un projet pilote quelque part ou de financer un jeune crapaud fou qui a un potentiel. Et puis surtout de monter des expériences pilotes qui peuvent déboucher sur quelque chose. Donc moi, ma recette depuis 15 ans, c'est de dire donne-moi 10 000 euros, je te fais un pilote, on regarde ce qui sort. Si ça marche, on reproduit. Si ça marche pas, on arrête. Et si on arrête, on saura déjà ce qu'il faut pas faire. Et donc cette méthode-là, elle n'est pas très coûteuse pour le chef d'entreprise. Et ça, on en a fait une cinquantaine, une centaine de projets comme ça. Et du coup, c'est un endroit où le chef d'entreprise peut tester quelque chose. Et ça lui coûte moins cher de le faire avec des gens comme nous que de le faire avec des salariés de sa boîte. Et bon, c'est ce que j'ai fait à Los Angeles. Hein. C'était même des budgets de l'ordre de 700 000 euros par an. C'était beaucoup.
Mais on était assez nombreux à tester tout ce qu'on est en train de voir ici. Il y avait des gens qui commençaient à faire de la permaculture sur un territoire complètement souillé par la mine. On a eu les premières éco-constructions, c'était il y a 20 ans. On a récupéré des palettes de bois pour faire des maisons et tout ça. On a fait bosser des handicapés. Enfin, tout ça a été fait là-bas. Mais à chaque fois, c'était un pilote. Donc la dame me filait un tiers, la région me filait l'autre tiers et l'État payait le dernier tiers. Voilà. C'est l'idée du pilote pour aller plus vite après, d'ailleurs, et plus gros. Mais il faut trouver le crapaud fou qui veut tenter le pilote. Bonjour et merci pour votre intervention. Je vais essayer peut-être d'être un peu plus, pas terre à terre, parce que ce que vous dites est assez concret, mais prenons l'exemple de la Nouvelle-Calédonie qui est confrontée à beaucoup de problèmes comportementaux. On a ici, par contre, une grosse consommation de produits sucrés qui amène une grosse proportion de personnes qui ont du diabète. On a aussi, par exemple, des comportements alcooliques très fréquents. On a de gros problèmes d'accidentologie. On a énormément d'accidents par rapport effectivement à la moyenne métropolitaine et européenne. Donc, comment est-ce que votre concept de crapaud fou peut effectivement contribuer à l'amélioration et à l'amélioration effectivement de ce type de comportement à travers l'ensemble de la population? Alors pour moi, il y a déjà deux choses différentes dans l'affaire et je l'ai vu ici en parlant ce matin avec le docteur qu'on a accompagné en brousse, Dominique, j'ai pas le nom de famille. Voilà, c'est quelqu'un qui est très connu ici, qui est arrivé en 84, qui passe souvent à la télé apparemment. Voilà, bon. Et lui, il me disait, de son point de vue, le premier problème absolu pour tout le monde ici, c'est en gros l'arrivée en 1989 des grandes surfaces, et les gens ont commencé à consommer sans forcément être au courant des conséquences pour la santé. Donc, explosion des caries, du surpoids, 62%, obésité, 25%. Donc, tout ce qui arrive dans tous les pays du monde quand on a une débauche de produits sans éducation qui va avec. Donc ça, c'est un truc qui touche tout le monde. Et là-dessus, je pense qu'il y a un travail d'éducation, de donner aux gens des alternatives, de leur expliquer, pas de leur interdire, ça marche pas, leur faire des régimes, ça marche pas, mais trouver d'autres alternatives. Donc je reviendrai là-dessus, ça c'est une chose. La seconde, c'est la délinquance, l'alcool, la drogue, etc., qui correspond plutôt, d'après l'entretien aussi avec une autre personne qu'on a vue hier, qui correspond plutôt à un problème d'oisiveté et de problème d'identité, de mal-être entre deux situations. Et là, on parle probablement plutôt des populations mélanésiennes qui ont du mal à se situer entre un ancien monde avec des coutumes et des choses, bon voilà, et la brousse et tout ça, et les tribus, et puis le monde nouveau qui est ici. Et pour eux, c'est assez compliqué de trouver où on se situe. Donc moi, je ne suis pas du tout spécialiste du truc, hein, je viens de débouler ici, mais j'ai vu ça ailleurs. J'ai aussi bossé un peu en Guyane et dans d'autres îles pas françaises. Et mon sentiment, c'est qu'on a peut-être une question à se poser, c'est comment on donne à ces jeunes les moyens de devenir acteurs et peut-être de leur tendre la main. Et ce matin, on était avec Thibaut, je n'ai pas le nom de famille à nouveau, du Clean... comment ça s'appelle ce truc ? Calédonie Clean, voilà. Et on a ramassé des déchets, et on voyait des jeunes qui commençaient à ramasser des déchets, puis qui faisaient un peu de plantation de légumes. Et c'est juste de leur donner le sentiment de l'horaire, de se réinsérer dans un système. C'est ça au départ. Il faut qu'on arrive à leur tendre la main et les ramener vers un système. Après, bon, bah, l'alcool, d'une certaine manière, je dirais que c'est pire dans d'autres pays, hein, mais sans faire de comparaison, vos voisins d'Australie, bon, voilà, on voit ce qu'ils font. Donc, je dirais que pour faire une réponse courte, sur le premier, je pense que c'est un truc sur lequel le crapaud fou peut contribuer à faire passer des flyers, inventer des choses simples pour que les gens aient une meilleure hygiène de vie. Par exemple, ne serait-ce que l'apnée, aller nager, tout ça. Bon, il y a plein de possibilités, à mon avis, pour avoir une meilleure santé. Et de l'autre côté, sur la partie délinquance et autres, je pense que là, c'est toute la question des éducateurs spécialisés, des systèmes pour les gens qui sont déscolarisés. Et là, c'est plutôt un travail avec les intermédiaires, je dirais, qui pourrait peut-être, et on en a rencontré d'ailleurs, on en a parlé avec eux hier, je pense que là-dessus aussi, il y a quelque chose à faire pour qu'eux puissent aller plus loin dans leur démarche. Alors là par contre, je préfère pas m'aventurer avant d'avoir discuté avec eux et de mettre à leur place, mais en France, moi, j'ai bossé avec la Fédération nationale des éducateurs spécialisés, donc c'était près de 1500 personnes, et on a travaillé avec ces méthodes-là, avec beaucoup de numérique aussi, pour leur montrer des choses, les emmener par le jeu sur d'autres comportements, et puis ensuite, progressivement, les mettre à des tâches collectives, etc. Donc je pense que le crapaud fou a d'autres possibilités de pomper des choses qu'on a fait ailleurs et de les partager ici. Toute l'idée, c'est de leur donner envie de revenir dans le système dans un premier temps, à mon avis. Mais c'est vraiment une ébauche de réponse, hein, c'est pas une réponse complète. Bonsoir et merci pour votre intervention. Est-ce qu'on pourrait résumer en fait l'histoire du crapaud fou comme
l'idée de canaliser en fait le sens de direction des crapauds fous, ou plutôt de les laisser justement aller dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu l'idée de l'orientation des crapauds fous? Alors ça, c'est aussi c'est marrant, c'est l'épilogue que j'ai construit à la fin. Pour moi, ce qui est important, c'est-à-dire au début, quand Cédric ouvre le bouquin, il dit, face au tsunami, on est tous concernés et le travail est à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut se connaître pour savoir ce qu'on sait faire et ensuite chercher des alliances, mais ça sert à rien de singer les autres. Et cette phrase, j'avais médité, puis à la fin, ça m'a semblé une évidence que tout ce qu'on a fait là, c'est que chacun va dans son sens et trouve son tunnel. Mais la différence, c'est qu'on revient à le partager avec les autres. Donc plus il y a de diversité, plus on a de chance de trouver des alternatives par rapport aux 3 tsunamis. Donc il n'y a pas un sens au sens où quelqu'un saurait quel est le bon sens, mais il y a le sens pour chacun, qui est mon sens, qui fait sens pour moi. Ce qui est ma droite est à gauche, etc. Donc de toute façon, le sens, c'est de façon individuelle, hein, déjà, pour commencer. Et ça rejoint une philosophie chinoise ou taoïste assez profonde, qui est le sens, de toute façon, il ne peut être donné que si on sait qui on est. Et c'est pour ça qu'il faut repartir du départ ici, pour trouver, je pense, des réponses. Et d'ailleurs, une autre observation que je faisais à Hervé, là, hier soir, c'est que je pense qu'aujourd'hui, sur 200 crapauds fous avec lesquels je travaille vraiment, vraiment intensément, je suis pratiquement certaine qu'à 99%, il y a une petite fêlure, un truc qui a obligé à faire un choix. Une maladie, la perte d'un être cher, une injustice, une dépression, quelque chose, qui fait qu'à un moment donné, la personne se dit non, ce truc, je ne peux pas. Et d'un coup, c'est comme si on cadre un peu sa focale. On dit il faut que je trouve quelque chose. Et là, on commence à regarder. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça dans cette différence, c'est ce côté non normatif. Merci. Il y a une dernière question ici. Bonsoir. La question elle va être assez simple, la réponse peut-être pas. Finalement, l'intelligence artificielle pour vous, c'est une opportunité ou c'est une menace? Les deux, mon capitaine. Bah oui, parce que c'est une opportunité gigantesque quand... je vais l'illustrer. Le big data, ce qu'il fait, c'est qu'il peut deviner et vous faire voter pour Trump, mais peut aussi vous faire aller vers la bonne chose. Donc imaginez que vous ayez une cause comme une épidémie de malaria qui se répand ici, ou un nouveau moustique Zarbi qui est arrivé, on ne sait pas où il est, etc. Imaginez que tout le monde fasse remonter ces données. Donc au-delà du modèle du téléphone portable que je vous ai montré tout à l'heure, on rentre ça dans la moulinette, et la machine vous calcule les probabilités d'occurrence, les lieux, les machins, les corrélations, etc. Ça, c'est énorme. Et ça vaut pour tous les problèmes de santé, tous les problèmes d'identité, tout ça. La menace, évidemment, bah, c'est ce que je vous ai montré, le poisson rouge. Ensuite, c'est donc l'intellect, mais c'est aussi le physique. Parce que l'intelligence artificielle, je vois déjà des cas comme ça, où les gens disent on va optimiser votre parcours avec une bagnole qui vous attend à l'arrivée, et puis ensuite ceci, cela. Du coup, les gens ne font plus aucun sport, plus aucun effort. Donc si vous ne faites pas d'effort ni physique ni intellectuel, vous êtes sûr de descendre la pente. Donc pour moi, le risque de l'IA, c'est qu'elle assiste trop les gens. Et je vois tellement de gens qui disent aujourd'hui mais c'est tellement pratique. Bah oui, ça m'évite de réfléchir. Et aujourd'hui, on sait que le niveau des élèves a reculé. Alors, il faut faire avec, hein, il ne faut pas le nier, ça existe, mais je crois que c'est important d'être conscient de ça. Voilà. Donc, menace et opportunité. Et je pense que pour vous, en Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt une opportunité qu'une menace. Parce qu'apparemment, ce que je comprends, il n'y a pas encore énormément d'invasion de ces choses-là ici. Par contre, il y a plein de problèmes très délocalisés, partout sur le territoire, du côté écologique, du côté sans doute des opportunités des plantes endémiques, des savoir-faire traditionnels. Il y a plein de trucs qui sont éparpillés. Donc si on rentre ça dans une machine Big Data, on peut sortir des trucs redoutables. Ça, j'en suis persuadée, j'en ai parlé avec le patron du QuantCube, et il me disait, mais ouais, c'est ça qu'on cherche nous, plein de datasets, donc des données que nous, on va pouvoir vous aider à trier. Ensuite, il nous faut des gens qui interprètent la donnée en disant, c'est ça qu'il faut regarder là-dedans, donc l'intention ou l'intuition, et après, on mouline ça dans la machine. Et ça, c'est vraiment, vraiment très puissant.